en fait, l'échec, personne ne le voit. Parce que, en tout cas, maintenant, dans notre monde digital, ce qu'on voit, c'est le succès, puisque c'est ça qui est mis en avant par les algorithmes, par exemple, des réseaux sociaux. Mais un truc qui marche pas du tout, c'est tout de suite éteint, quoi. Et personne le voit, quoi. Il y a 10 personnes qui vont le voir, ton échec. Donc, à la limite, t'en as rien à foutre. Enfin, Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les 2 semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Arthur Aubeuf. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. oui, salut. Salut. Alors du coup, Arthur, si tu devais présenter ou résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais ? Eh ben, écoute, je suis pas du tout entrepreneur dans l'âme. J'ai fait une fac de sport, donc absolument rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, j'ai monté une première startup dans les communautés. Donc, je créais des communautés en ligne, et puis je les digitalisais avec des applications smartphone, des sites internet. J'en faisais des médias pour pouvoir les monétiser. Ensuite, j'ai monté d'autres applis et services, donc plutôt là dans le monde du service, justement, pas du média. C'était un peu plus complexe. J'ai eu une phase assez importante là-dedans. J'ai été en charge de l'Europe. J'ai co-été en charge de l'Europe pour une application qui s'appelle Thriller, qui est un réseau social américain d'origine, qui est un concurrent de TikTok. Et puis, j'ai vendu un peu tout ça pour me lancer dans ce qui m'obsède depuis maintenant un certain nombre d'années, à savoir l'urgence climatique. Et donc aujourd'hui, je cofonde Time for the Planet, qui est une entreprise qui crée des entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu dans le podcast. Yes, clairement. Je prends des notes en même temps, ne m'en veux pas. Oui. Du coup, un petit peu pour reparler, donc j'ai envie de remonter un peu l'historique avant qu'on arrive à Time for the Planet, bien qu'il m'intéresse énormément ce sujet. Donc ton premier projet qui a créé des communautés, c'était un peu comment c'est venu cette idée ? Comment Eh ben, écoute, c'est venu totalement par hasard, parce que je suis pas du tout axé pour créer des communautés de base. C'est simplement que j'ai toujours aimé bidouiller, essayer de créer plein de choses. D'ailleurs, avant les communautés, j'ai essayé des marques de vêtements, je faisais des concours. J'ai gagné un concours pour Axe, la marque de déodorant, qui m'a permis de gagner un voyage pour 4 personnes à Ibiza que j'ai perdu, parce que j'avais pas vu le mail. Et du coup, ils ont donné mon lot au deuxième. Enfin voilà, je faisais plein de choses. Et en fait, quand j'étais à la fac, on est en 2012, Facebook était en train de vraiment percer quoi en France, et ça marchait très fort. Et je me rappelle qu'il y avait un concept qui s'appelait les Spotted. Je sais pas si tu as connu ça, qui te permettait de passer un message anonyme à quelqu'un de ton campus. Donc t'envoyais un message à la page, et elle leur publiait anonymement. Et c'était des petits messages, des petits poèmes. Salut toi avec ta capuche rouge, je t'ai trouvé mignonne à l'abri de bus. Enfin voilà, tu vois, c'était. Et donc j'avais lancé le Spotted un peu à l'arrache de Lyon 1, donc le campus de l'Adoua, où il y avait 40 000 étudiants. Enfin, je l'ai pas lancé, c'est un mec qui me l'a filé parce que lui il l'avait lancé, mais il le développait pas. Et il a mis un truc, j'arrête avec ce truc, qui le veut. Je l'ai récupéré un peu par hasard, et du coup je me suis retrouvé à avoir ma première communauté qui est montée assez rapidement, quelques milliers d'abonnés, et donc à découvrir un peu que il y avait un algorithme, que ça marchait d'une certaine manière, à comprendre tout ça. Et donc en 2012, personne connaissait ça, quoi. Donc ça m'a donné un peu une carte pour jouer sur les autres communautés après, quoi. D'accord, ouais. C'est ça qui t'a lancé dedans, un peu par hasard. C'est rigolo, ça. Il y a toujours des débuts d'histoire comme ça, un peu hasardeux, qui nous mènent vers les bons chemins. Bah moi j'étais un loser en série, quoi. Tout ce que j'essayais de faire, ça marchait jamais, quoi. Jusqu'à ce pauvre truc qui marchouillait, quoi, on va dire. Donc pour moi c'était une victoire absolue, quoi. Tu vois, il y avait quelques milliers d'abonnés, ça tournait un peu. Sauf que le problème c'est que ça s'est très très vite essoufflé. Et du coup, il a fallu que je me renouvelle vite et que je trouve d'autres concepts à lancer dans les communautés, puisque j'avais un peu compris comment marchait l'algorithme de Facebook. Et c'est là que j'ai commencé à lancer les autres, quoi. Ok. T'as enchaîné sur quoi un petit peu ? Écoute, j'ai essayé 2-3 autres trucs qui marchaient pas du tout. Je me rappelle d'un truc, j'en ai jamais parlé, comment ça s'appelait ? Otis, je crois que je l'avais appelé. Et c'était le mec le plus hot du campus ou la meuf la plus hot du campus. Tu vois, le truc de beauf atomique. Tu vois, American Pie en raté, quoi. Et du coup, ça marchait pas du tout. Il y avait 3 pauvres kékés qui se mettaient torse nu et c'était un malaise total.
Et du coup, je me suis dit, putain, le truc des Spotted, c'est pas mal quand même. Tu vois, le fait de raconter un truc anonymement et un truc dont t'as un peu honte, tu le racontes de manière anonyme. Et nous, on le repartage et puis les gens peuvent, tu vois, genre, ils se marrent autour du truc. Sauf qu'il fallait un sujet qui soit pas juste local, il fallait un sujet qui touche tout le monde. Et donc là, ça n'a pas mis très très longtemps à arriver dans le cerveau, le fait que le sexe, c'est pas mal comme sujet pour rassembler tout le monde et toucher tout le monde. Et ça se prête bien au fait que t'as pas forcément envie de parler de tes pires ébats sexuels de manière publique. Donc si c'est anonyme, c'est mieux. Et donc ça a enchaîné sur Nuit sans folie, mais qui s'appelait à l'époque Nuit de merde, pour surfer un peu sur les collègues de VDM. Sachant qu'on savait même pas que c'était encore vivant. Je l'avais fait avec 2 potes, Nuit sans folie. Et un de mes potes me dit non mais c'est fini, mais les gens ils connaissent encore un peu le nom, donc et grave erreur, c'était pas du tout fini. Et du coup on a lancé Nuit de merde et ça nous a causé quelques petits soucis qui font qu'on a dû devenir Nuit sans folie par la suite. Ah, ils vous ont contacté? Eh ben écoute, en fait on était, tu sais, on avait 200 likes au début pendant 2 semaines et puis un jour moi j'étais maître nageur comme tout bon stapsien l'été, tu vois, qui cassait 6 mois de vacances. Et du coup un soir je rentre du taf et on avait 1000 abonnés. Donc on reposte quelques nuits de merde qu'on avait reçues. Le lendemain, on en avait 10 000. Le surlendemain, on en avait 100 000. Et le jour d'après, on en avait 270 000. Donc autant te dire qu'on avait pris une sacrée traction. On touchait 26 millions de personnes, je me rappelle. Parce que tu sais, à l'époque, quand quelqu'un likait un truc, tous ses amis voyaient qu'il avait liké un truc. Et donc comme nous, tout le monde likait, c'était devenu une boule de neige inarrêtable. Et donc VDM nous avait contactés. Alors ils ont contacté mon associé, enfin bon, c'était pas mon associé, c'était juste mon pote. Je savais pas ce que c'était un associé moi. Et il y avait pas de boîte à ce moment-là quoi. Ouais non, il y a rien, là il y a juste 3 connards qui s'amusent quoi. Et du coup il lui avait apparemment proposé d'être enfin qu'on soit un peu la branche enfin tu vois, de trouver un partenariat, faire un truc avec eux quoi. Ouais. Et nous jeunes coqs, on a refusé quoi. Et du coup après on s'est pris 2-3 petites menaces qui nous ont un peu fait peur et du coup la page Facebook a été supprimée en 14 jours. Donc on avait 14 jours pour supprimer la page, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup moi j'ai recréé Nuit sans folie tout seul, parce que j'ai regardé et en fait le seul truc c'était parasitage du nom. Donc tu vois, j'ai tué le plus gros buzz que tu pouvais choper, où on prenait 100 000 abonnés par jour pour pouvoir recréer un truc qui soit pas réprimandable. Et donc j'ai créé Nuit sans folie. Et là mes potes m'ont dit écoute mec, t'es vraiment très gentil, hein, on t'aime bien, mais nous raconter des anecdotes de cul foirées sur les réseaux sociaux, c'est pas notre projet de vie. Du coup, écoute, si tu veux le faire, fais-le, mais nous, on le fait pas avec toi. Et du coup, je l'ai fait, j'ai relancé Nuit sans folie, parce que je me disais quand même, c'est énorme, enfin, tu vois, on touchait énormément de monde, ça prenait énormément d'abonnés, donc pour moi, il y avait vraiment un potentiel. Et on a tagué, je me rappelle, tout le campus de la Doua. Enfin, pas tout, parce qu'on s'est fait poursuivre au milieu. Mais en gros, on était partis de nuit avec des potes, tu sais, vraiment, on se croyait vraiment dans un film, quoi, avec les petites cagoules, et on a tagué des gros pouces bleus fluo, avec marqué NSF en rose fluo après. Et on était en mai-juin, et c'était les partiels, il y avait plein de mecs qui passaient sur le campus en mode dépression totale, et donc le lendemain ils ont tous vu ça, mais tu sais on y était allé en mode stroboscopique, hein. Genre t'avais un passage piéton sur chaque bande, on avait fait le tag, on était en forceur, et du coup ça a vachement relancé le truc, dès le lendemain on reprenait beaucoup d'abonnés, et les gens se demandaient tous ce que c'était, et le petit truc drôle c'est qu'il y a eu une vidéo de vélo, de BMX qui a été tournée sur le campus, et je pense que les mecs ils avaient prévu le spot depuis 3 mois, ils avaient tout prévu. Et ils sont arrivés, il y avait des connards qui avaient tout tagué dans la nuit. Donc sur tous les plans, t'avais un gros like NSF. Et le truc avait fait pas mal de vues, du coup ça nous avait encore reboosté, tu vois. La pub gratos. Ah ouais, la pub gratos. Le coup de génie. Ah bah ça, les pubs gratos, je peux t'en parler. On en a une dans le manoir, tu sais, le film où il y a tous les youtubeurs là. Ah ouais. Les mecs, ils ont placé Nuit sans folie. Ils nous avaient contactés, nous avaient dit c'est 50 000 €. On avait dit ah non les gars, c'est injouable. Ils avaient dit ah mais attendez, on va trouver un arrangement. Par contre, ça presse, est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo pour qu'on voit si ça peut marcher et tout? Je leur fais une vidéo, je leur envoie, ils me disent c'est 20 000 €. Je dis bah non, c'est impossible en fait. Et du coup, ils nous ont laissé parce que la vidéo marchait bien. Et donc, on est dans le manoir, ça nous a fait un petit coup de pub aussi bien sympa. Enfin, il y en a eu plein des trucs comme ça. Donc, ouais. Il faut faire des choses et puis des fois, tu vois, il se passe des trucs quoi. C'est souvent, on dit, c'est en faisant le premier pas que la route apparaît et c'est on ne peut plus vrai, vraiment. Mais clairement, je le conseille en boucle, ce truc-là. C'est en fait, comment on se fait des trucs, peu importe, même si ça a l'air stupide, des fois, tu sais pas où tu vas. Ce sera stupide. Ça peut marcher, quoi. Mais
clairement, si on regarde le move que t'as fait, genre supprimer la page et la recréer, genre de l'extérieur, tout le monde te dit mais mec, mais c'est jamais ça marche. C'est clair, ouais. Jamais. C'est déjà t'as eu un buzz monstre, bravo. Mais genre tu supprimes tout et tu recommences. C'est genre c'est prétentieux. Tu sais. C'est vrai, oui. Bah, je me suis dit aussi, hein, je me suis dit ça ne remarchera jamais. Mais en fait, il y avait un tel bouche à oreille et un tel buzz. Enfin, tu vois, très vite, Facebook a viré ce genre de fonctionnalité parce que avoir 26 millions de reach, tu vois, c'est too much, quoi. Enfin, les mecs, ils se sont dit, si on veut faire payer un peu les annonceurs à un moment, va falloir essayer de fermer un peu les vannes, quoi. Et du coup, bah voilà, Ouais. on a profité d'une fenêtre de tir aussi pour cette première communauté qui était énervée. Et comme tout le monde avait vu passer, les mecs, ils ont dû se dire, bon, écoute, c'est bizarre. On sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être plus ou moins pareil. Donc voilà. Ils se sont dit putain l'autre il y est plus. Bon bah il y en a un nouveau, parfait. C'est clair. En plus, on avait sublimé le logo puisqu'on avait fait une bite qui ne bande pas rose fluo. Donc tu vois, on était quand même, on sortait du lot. On avait quelque chose à mettre en avant, quoi. Clairement. Et c'est rigolo parce que maintenant ce que tu fais, ça a vraiment une dynamique bien différente. Tu vois, Ouais. t'étais plus dans quelque chose de très très éthique et pourtant, tu sais, on se dirait souvent que, enfin, je sais pas pourquoi. Mais j'ai souvent vu ce truc-là où pour faire des trucs éthiques, il aurait fallu que tu sois irréprochable toute ta vie, tu sais, que tu fasses que des trucs pas dans ce genre-là. Alors qu'en fait, on s'en fout. Le but, c'est de faire. Peu importe, Ouais. tu fais bien, pas bien, tu t'amélioreras en fait. Et là, Ouais, pour le c'est coup, clair. t'as fait des trucs qui étaient rigolos, qui amélioraient pas forcément la vie des gens significativement, à part les faire un peu rigoler. Mais voilà, maintenant, ce que tu fais là avec Time for Planet, ça a beaucoup plus d'impact et c'est grâce à ce que t'as appris dans tes expériences précédentes, quoi. C'est clair, mais après, tu sais, on avait plein de gens qui nous disaient, ah, merci, moi j'ai beaucoup de mal à parler de sexe avec ma copine, par exemple, ou avec ma femme, c'est très difficile, et vous m'avez offert une passerelle, ou tu vois, et en fait, je pense que si ça marche, c'est aussi parce qu'il y avait des choses comme ça un peu derrière, et on a quand même aidé des gens pour des choses qui sont pas forcément les choses auxquelles on pense, mais je suis pas, j'ai pas honte du tout de ce premier projet, tu vois, je pense qu'il est, s'il a fonctionné et si les gens nous ont suivis, c'est aussi parce que ça les touche et parce que voilà, c'est quelque chose, le sexe qui est quand même, tu vois, c'est pas, on devrait pas considérer que le sexe c'est pas éthique. Je pense que c'est un problème ça qu'on a aujourd'hui. Clairement. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on le voit sur l'année dernière, le nombre de communautés sur Instagram, sur Ouais. des trucs autour de ça, c'était hallucinant. À un moment Ouais, c'est donné, clair. mon Instagram n'était rempli que Que de de verge. gens qui parlent de cul, ouais, c'est ça. Mhm. Mais c'est cool. C'est cool, effectivement, d'en parler. Et je pense que de l'idée de dramatiser, c'est un travail de longue haleine encore, hein. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, pour reparler un peu de ce projet, donc ça, c'était en quelle année que tu l'as lancé? T'as dit 2012? Alors 2013, Nuit sans folie. 2013. Ouais. 2013. Et du coup, donc ça, tu l'as lancé. Et qu'est-ce que t'en as fait? Une fois que t'as gagné une communauté, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais tout seul dessus, toujours? Alors là, du coup, T'as- j'étais tout seul. Et donc du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais je ne sais pas. Et je voyais que j'avais pas mal de messages de développeurs, donc qui me disaient, bah, écoute, mec, je te fais une appli si tu veux. Et moi, je savais pas ce que c'était une appli quasiment, tu vois. Donc bon, voilà, je sais même pas si j'avais un smartphone, moi. J'étais tellement à l'arrache. Et du coup, je dis, bah, ok, allons-y, faisons une appli avec plaisir. Et je prends un premier dev qui était super, tu vois, qui me l'a fait comme ça, quoi. Et en fait, il y avait des fautes d'orthographe dans les menus, c'était n'importe quoi. Mais on sort quand même cette appli en octobre 2013, je me rappelle. Donc là, je sais pas combien on avait d'abonnés, mais on avait quelques centaines de milliers quand même. Ça avait bien repris, mais c'était pas le buzz d'avant, quoi. On n'en prenait pas à 100 000 par jour. Et, euh, et je me rappelle que je bourrine, j'ai aucune connaissance en marketing, je bourrine comme un malade, genre à base de 5 publications par jour pour dire l'appli est sortie. Enfin, tu vois, le mec invivable, Ouais. le truc qu'il allait jamais faire. Et en fait, ça nous propulse carrément premier de l'Apple Store, tellement j'ai bourriné. Et du coup, on se retrouve devant Snapchat, devant Facebook. Et moi, encore une fois, qui connais pas grand-chose, je vois ma bite qui bande pas rose fluo en premier de l'Apple Store. Je me dis, putain, c'est pas mal hein, quand même, l'Apple Store, ça marche bien, quoi. Et l'autre, le développeur, il était en PLS par terre sur le carrelage, il hallucinait. Ouais. Et je te jure, il faudrait retrouver des screenshots de cette appli, mais c'était un fiasco total. Et là, on commence à avoir des articles, tu vois, des trucs comme Melty et tout. Melty, à l'époque, c'était super gros, c'était un peu le combini de maintenant. Ouais. Et les mecs, ils font un article sur nous, ça nous repropulse. Enfin, on reste comme ça 3-4 jours premier de l'Apple Store. Et on fait, je sais pas, 350 000 téléchargements, tu vois. Mais moi, j'avais aucune notion, zéro. Donc pour moi, bah, c'est super, c'est cool, quoi. Et tout de suite, je me rappelle que plein de mecs m'appelaient. Putain, mec, tu gagnes 5000 balles par jour, ranké premier de l'App Store et tout comme ça, c'est ouf, génial, bravo et tout. Et moi, j'étais tout le temps là. C'est-à-dire 5000 balles par jour. Ouais. Ou comment? C'est-à-dire. Et du coup, bah, c'est là que je commence à comprendre un peu le monde de la pub, mais il faut savoir que je suis toujours en STAPS à côté. Donc moi, je fais mes heures de cours.
très légère, ceci dit, hein, quand même, en stats, il faut quand même l'avouer. Donc ça va, j'avais un peu le temps de regarder, mais j'étais tout le temps sur mon ordi en amphi, machin, et donc je commence à comprendre un peu comment marchent les régies pubs, tu vois. Et j'installe les premières, totalement à l'arrache, quoi. Et ça commence à gagner quelques milliers d'euros, avec des pubs bien dégueulasses, tu vois, des trucs horribles, quoi, pour l'expérience utilisateur. Et je me rappelle, par contre, qu'on a eu un super hack sur Android. Les pubs buggaient à l'époque, parce que les régies pubs, c'était pas trop au point en mobile. Et elles étaient derrière l'appli. Donc en fait, les gens ne les voyaient pas, mais on gagnait de l'argent. c'était, c'était absolument incroyable. Du coup, on continuait d'avoir une traction de malade, parce que les gens ils disaient, elle est géniale cette appli, ils ont pas de pub. Et nous, on prenait de l'argent à des annonceurs. Les pauvres, ils pensaient qu'ils faisaient des clics et des vues, mais ils faisaient rien, quoi. Enfin, voilà. Oh putain. Et donc, du coup, les premiers revenus sont arrivés comme ça, et je me rappelle que c'était hallucinant. Enfin, je voyais tu sais, des fois où ça gagnait 100 ou 200 balles par jour, et j'avais rien fait. C'était la première fois de ma vie, tu sais, je me disais, j'ai rien fait aujourd'hui. Et j'ai gagné 200 balles, tu vois. J'ai fait la grasse mat, bam. C'est clair. Ouais, c'est assez euphorisant comme truc. Et du coup, ça cartonnait bien et l'appli a continué à faire vraiment, vraiment des téléchargements. Enfin, tu vois, pendant 6 mois, c'était à taquet, quoi. Vraiment, ça parlait à fond de nous. Et l'appli grossissait. Donc après, on a fait un site. Pareil, on a mis des pubs. J'ai commencé à mieux comprendre comment marchaient les pubs, optimiser un peu pour faire plus de revenus, pour être un peu moins chiant sur l'expérience utilisateur, notamment sur iOS. Puis c'était en plein essor. Donc, t'avais une régie mobile qui arrivait qui s'appelait Augury. À l'époque, elle payait, mais j'ai jamais vu une régie payer comme ça. Enfin bref, du coup, c'était une belle époque pour la pub, quoi. C'était vraiment le début de la pub mobile. Et quand t'avais une app avec du trafic, ça valait le coup, quoi. Donc voilà un peu ce que j'ai fait, un peu par hasard, quoi. Tu vois, genre, je me suis laissé porter par. Mais je faisais toujours, hein, j'entretenais la communauté et puis je prenais les opportunités quand j'en voyais. J'avais pas trop peur d'y aller. On a essayé quelques trucs qui marchaient pas forcément. Tu vois, d'essayer de faire des goodies, des trucs. Bon, voilà, tout le monde s'en branlait. Bon, tant pis. Mais par contre, l'appli, ça a bien marché, quoi. T'as essayé de faire des bits fluo en goodies, c'est ça, en porte-clés? Exactement. Pas des porte-clés, mais des petits autocollants, des petits quelque chose, tu vois. On essayait des trucs à droite à gauche. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et je pense que c'est vraiment la dynamique qu'il faut avoir quand tu veux entreprendre quelque chose. C'est genre, faut pas avoir peur d'essayer, même si tu penses que tu vas avoir l'air ridicule. La plupart du temps, soit les gens s'en branlent, ou soit ça marche. Ou alors des gens ragent, mais c'est que t'es pas loin. S'il y a des rageux, c'est qu'il y a quelque chose. C'est très vrai. Mais ce que je dis tout le temps maintenant, moi, aux gens qui me demandent un peu, des retours d'expérience, c'est que, en fait, l'échec, personne ne le voit. Parce que, en tout cas, maintenant, dans notre monde digital, ce qu'on voit, c'est le succès, puisque c'est ça qui est mis en avant par les algorithmes, par exemple, des réseaux sociaux. Mais un truc qui marche pas du tout, c'est tout de suite éteint, quoi. Et personne le voit, quoi. Il y a 10 personnes qui vont le voir, ton échec. Donc, à la limite, t'en as rien à foutre. Enfin, moi, je pense que Oui, l'entrepreneuriat, c'est clairement. de laisser erreur à haute fréquence, quoi. Jusqu'à trouver des trucs qui marchent. Parce que personne est capable de faire des one-shots et tout le temps avoir le bon truc, Je pense qu'après 20 ans d'entrepreneuriat, t'as un bon nez et tu peux encore bien te tromper, mais t'as un meilleur nez, donc tu t'en sors. Mais honnêtement, au début, faut tout essayer à fond, quoi. Et il faut pas perdre trop de temps. Vraiment. En fait, tu t'aiguises ton instinct, quoi. Parce que, au bout d'un Entends moment, toujours, tu vas là, je crois comprendre qu'il y des a choses. Enfin, un petit c'est pas bug. vraiment comprendre, c'est tu vas être capable de faire des choix dans un lot de. Ah, je t'ai perdu. Allô, allô, allô. Hey. What the fuck? Oh là là, le réseau Wi-Fi de mort. Allô? Ouais, t'as un gros freeze, là, non? Ah, totalement, totalement. J'ai plus de. Ça y est, je suis revenu. Ah, ça y est, je t'entends. Bon, écoute, allez, à toutes. On y retourne. Waouh, c'est Ouais, ouf ça. c'est bon. C'est quoi, c'est ta connexion qui a merdé? Clairement, je suis passé sur ma 4G là, puisque la box apparemment s'est éteinte. Ah, merde. C'est Bon, écoute. Ça bienvenue va en le faire. France. T'as une 4G qui va. T'as pas 1 giga de data, ça va? Non, ça devrait aller sur la 4G. Je... Bon, Désolé écoute, hein, tu pour pourras cette cuter petite au montage, coupure. c'est pas un problème, non? C'est Antonin qui fera ça, du coup, le créateur de Nouvelle École qui monte les podcasts. Eh ben, Pour big up, moi, Antonin. ouais, désolé, encore une fois. À tous les épisodes, j'arrive à avoir un truc comme ça ou ça. C'est bon, ça. génial. Il passe des bons moments de montage. Désolé, encore une fois. Pas de soucis, Du t'inquiète. coup, on était en train de dire que... Alors, moi, ce que je viens de noter, c'était tu viens de dire que entreprendre, c'est de l'échec à haute fréquence jusqu'à trouver les bonnes solutions.
De l'essai-erreur plus que de l'échec, parce que t'as de Ouais, l'échec et t'as des petites ouais, réussites aussi, quand même. ouais, heureusement. Quand même, hein, sinon c'est chiant, quand même. Ouais, mais après, ça dépend, hein, des fois, tu fais des longues traversées du désert, hein. Ah bah c'est clair, Ou, ouais, c'est clair. Mais ça, c'est tout un sujet aussi autour de l'entrepreneuriat, le fait de savoir discerner ce qui marche et ce qui marchouille. Et ça, c'est un apprentissage qui prend des années et des années, quoi. Et en fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que quand ça marchouille, faut arrêter, quoi. Ça sert à rien. C'est pas, soit tu passes à autre chose, soit tu essaies de retravailler ton modèle, mais si ça marchouille, c'est que ça marche pas. Ça, c'est un vrai apprentissage, je trouve, qui m'a mis ouais. un certain temps à... Mais je fais un peu la comparaison souvent avec quand t'es amoureux. Tu sais, genre, si tu te poses la question, est-ce que je suis amoureux ou pas, c'est que Ouais. tu l'es pas. Ouais. Si tu l'es, tu le sais. Bah, si un projet marche, tu le sais. C'est sûr. Et c'est extrêmement vrai parce que je compare souvent le product market fit avec l'amour et en fait c'est un pote à moi qui m'avait, c'est le fondateur de Attractive World en plus, donc tu vois un mec qui connaît un peu le Ouais. sujet et qui me disait il a rencontré sa nana et il m'a dit c'est vraiment apparentable au product market fit dans le sens où en fait tu te poses aucune question, c'est évident quoi. Et si tu veux c'est vrai dans l'entrepreneuriat, tant que tu te poses des questions et que tu te dis putain est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut considérer que ça marche, est-ce que je continue, bah, c'est que ça marche pas en fait. T'es pas censé te poser cette question quoi. Tu vois, nous quand on a commencé à prendre 100 000 abonnés par jour, on se posait pas la question est-ce que ça marche. Et en fait, ça c'est des product market fit vraiment quoi. Et t'as raison, la comparaison avec l'amour, elle est extrêmement pertinente. Ouais. Ok. Ben, je la garde alors. Tu peux. Du coup, un peu pour revenir sur tes projets là. Donc, t'as lancé ça, ça a commencé à bien marcher. T'as continué tes études, t'as drop, t'as fait quoi? Non, alors j'ai continué mes études parce que j'avais une famille qui me disait tous les jours c'est pas un vrai métier, trouve-toi un vrai métier. Un vrai métier, c'est quand on a un patron et quand on a un CDI. Et tu vois, tu peux pas en vouloir à la génération de nos parents de penser comme ça, ce qui est un peu normal parce qu'ils ont connu ça à fond et ils ont pas du tout connu des métiers de mecs qui racontent des anecdotes sexuelles ratées sur les réseaux sociaux. Et du coup, Ah, mais surtout toi, ça devait être bien difficile à les convaincre. Ouais. c'est très difficile. Du coup, j'ai continué parce que je me suis aussi, moi aussi, je doutais parce que quand t'as ta famille, ta propre famille, les gens qui t'aiment, qui te disent que tu prends trop de risques, que c'est n'importe quoi et que c'est dangereux, bah tu doutes. Et du coup, je me suis vachement moins impliqué quand même. Enfin, j'aurais pu beaucoup plus m'impliquer, beaucoup plus vite, mais j'ai choisi de continuer les études en parallèle jusqu'à un master 2. Donc, tu vois, ça a été quand même assez long parce que quand j'ai eu NSF qui a vraiment pété, j'étais en L3. Quand j'avais l'appli et tout, c'était en L3. Donc, j'ai continué pendant 3 ans les études, quoi, en même temps que je développais d'autres trucs. Et en fait, la prochaine étape que j'ai eue en tête, c'est de me dire, bah, ok, donc moi j'ai créé une communauté, je savais pas du tout comment monétiser ça. Je me suis rendu compte qu'avec une appli, on peut le monétiser. Enfin, on peut monétiser une communauté quand même correctement. Je vais trouver d'autres mecs qui ont des communautés similaires, qui ont monté des pages sur les réseaux sociaux, qu'elles soient déjà grosses ou pas, enfin tu vois, mais qu'elles aient du potentiel, c'était un peu le critère principal. Et je vais leur proposer de faire 50-50, mais 50-50 d'un revenu que je vais leur amener, parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et du coup, j'ai commencé à avoir comme ça plusieurs mecs qui étaient chauds pour faire des choses avec moi, et je me suis retrouvé assez rapidement, on est monté à beaucoup d'abonnés sur l'ensemble de nos communautés, parce qu'on avait une douzaine de millions d'abonnés. Je me suis associé avec un de ces mecs qui avait pas mal de pages, il en avait racheté, machin, et donc on avait vraiment un truc, un réseau balèze. Et là, j'ai commencé à vraiment comprendre comment ça pouvait marcher avec du volume. J'ai commencé à vraiment comprendre ce que c'était aussi l'influence marketing, parce que tu vois, c'était un monde que je connaissais pas du tout, et je suis rentré par cette porte-là un peu des communautés. Et puis, c'était un peu l'époque de tous ces trucs minute buzz, machin, tu sais, qui cartonnaient. Et donc, du coup, quand tu avais un gros réseau de pages, ça avait vraiment un potentiel en termes de monétisation qui était intéressant. Mais on était vraiment Tu, des tu grosses redistribuais du contenu sur plein de pages différentes, du coup? Ouais, alors c'était ça l'idée, mais nous on était des tanches et on le faisait pas trop. Mais à l'époque, tu avais un truc qui était vraiment puissant et le modèle de Minute Buzz était vraiment puissant. Je sais pas, bon, tu vois, le CPM, donc le coût pour 1000, Ouais. quand tu mets une publicité, les mecs ils avaient un CPM sur leur site avec leurs annonceurs, admettons, de 10 euros. Donc chaque fois qu'ils avaient 1000 vues, ils gagnaient 10 euros. C'est aberrant comme chiffre, mais je le dis comme ça en exemple pour que ça soit simple. Et en fait, ils achetaient 2 euros pour 1000 clics sur leur site à toutes les pages. Et en fait, les mecs, ils avaient la poule aux œufs d'or parce que eux, ils gagnaient la différence à chaque fois et ils pouvaient Ah ouais, faire d'accord, venir ouais. du trafic en illimité parce que les mecs, ils avaient pas de modèle économique. Donc tu leur disais 2 euros, 2 euros les 1000 machins, ils étaient tout contents, les mecs qui avaient des pages, quoi. Et donc ça, c'était un peu l'avènement de tous ces sites, le tribunal du net, des motivateurs, machin.
Et nous, on avait un peu essayé de faire quelques trucs comme ça, tu vois, on gagnait un peu d'argent, on bricolait, quoi. On n'était pas du tout des kings là-dedans, et en fait, on se concentrait à moitié sur les études et à moitié sur essayer de faire en sorte qu'on fasse grossir encore ce réseau. Mais on n'était pas hyper bon pour le monétiser. On faisait ça avec des pubs, on avait fait d'autres applis, tu vois, on avait des applis qui marchaient pas du tout. Je me rappelle d'un truc qui s'appelait SSD, qui cartonnait vraiment sur les réseaux sociaux, c'était vraiment gros et ça marchait à mort. Tu vois, c'était genre c'est roux et ça se dit blanc vénitien. Enfin, tu vois, c'était des trucs, c'était pas de l'intelligence suprême, mais le truc marchait bien et on avait sorti une appli et on avait commencé. On était persuadé que ça allait cartonner et ça avait pas du tout cartonné, quoi. On avait fait 50 000 téléchargements et il y avait personne qui allait sur l'appli, quoi. Et en fait, on a commencé à comprendre que c'était pas aussi automatique que Nuit sans folie et qu'il fallait un peu creuser le truc. Puis après, on s'est plus tourné vers des trucs un peu plus médias dans l'ADN et notamment Rap Punchline, qui s'appelait les meilleurs punchlines de rap français à l'époque, et donc qui était une grosse communauté de plusieurs millions déjà de personnes et qui cherchait à faire une app et à se structurer en médias. Et donc ils sont venus nous voir et ensemble on a fait Rap Punchline avec l'appli et voilà, on a structuré un peu plus et là pour le coup ça avait plus de sens parce que tout reposait pas sur la pub, il fallait aller voir les annonceurs en direct, donc notamment les majors, les labels, Universal, tu vois, et donc il y avait d'autres modèles économiques un peu plus exploitables. D'accord, ouais. Et du coup, à ce moment-là, t'en étais où à peu près de ton revenu de tes projets? C'était quoi? Je pense qu'on faisait des mois à 10 000, quoi, tu vois, c'était des bons mois, c'était 10 000 euros, quoi. D'accord, ouais. Et sur ces 10 000 euros, tu faisais 50-50 avec ceux avec qui t'étais associé, c'est ça? Ouais, alors on s'est jamais payé en fait. On gardait la thune pour faire d'autres projets, tu vois, comme on n'avait pas un dev en interne, j'ai recruté à ce moment-là. Enfin, c'était pas recruté, mais j'ai un pote qui est devenu mon CTO après, qui était en freelance et que je payais un peu. Tu vois, on payait pour faire un peu les développements de nos projets d'après. Donc en fait, on avait tout le temps de la trésor et cette trésor, on l'utilisait pour relancer des trucs. Tu sais, moi, enfin, je faisais mes études et tout et je voyais que c'était quand même hyper cher de se sortir un salaire, quoi. Enfin, ça allait me coûter la Ouais. blindasse. Et du coup, je préférais pas me sortir de salaire, réinvestir, chercher un peu, tester d'autres trucs, quoi. Et Ok, perdre de ouais. l'argent, du coup. Et perdre Pas de mal de l'argent moments. dans des investissements. Ouais. Bah, Exactement. forcément. Forcément. C'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps avec quelqu'un où on m'a dit, ouais, mais ça coûte cher de faire ça. J'étais là, oui, mais en fait, souvent, quand quelque chose coûte cher, après, c'est un investissement qui peut te rapporter. Donc, faut que tu calcules, est-ce Bien que sûr. faire cette formation, acheter ce truc, payer ce développement, est-ce que ça te coûte de l'argent, mais ça peut te rapporter ou pas, quoi. Ouais, et puis je pense qu'aussi dans la vie, il faut avoir un moment. Tu peux pas tout le temps être sur les freins et te dire comment j'économise au max, machin. Des fois, ça c'est aussi un enseignement. Il faut y aller, il faut taper un peu du poing et bah ouais, tu payes un peu, mais tu verras, ça passe ou ça casse, mais c'est comme ça la vie, il faut avancer, il faut essayer des trucs, et puis bon, c'est que de l'argent à la fin quand même. Tu vois, si t'es Oui. malin, tu pourras toujours en regagner, tu pourras toujours te refaire, même si tu perds un an dans ta vie, parce que t'as vraiment fait un truc qui t'a mis sur la paille, bon bah voilà, mais je pense qu'il faut pas trop s'accrocher, et il faut pas trop flipper, quoi, sinon tu fais jamais rien. Ouais, clairement, mais souvent j'ai l'impression que les gens, ils se disent, bon ben à 25 ans, genre, enfin les gens qui sont plutôt économes, genre à 25 ans ils se disent, ouais ben je dépense pas trop d'argent là, j'économise bien et tout. Mais genre à 25 ans, qui te dit que t'es capable de savoir où bien investir ton argent, parce qu'au final l'argent que tu gagnes, c'est de l'argent que tu peux réinvestir pour te faire grandir des projets, enfin. Et du coup, si d'abord t'apprends pas à le dépenser pour essayer d'apprendre qu'est-ce qui te rapporte après ou pas, Hmm. tu vas Ouais, rien c'est apprendre clair, du tout. c'est Ouais, c'est clair, bien, t'auras mis 10 000 euros de côté en 5 ans, et voilà. c'est C'est- clair. c'est- Et c'est exactement ça, en fait. Si tu sais pas utiliser un peu d'argent pour en faire beaucoup, ou faire en tout cas des projets qui t'enrichissent, mais pas que sur le plan financier, sur tous les plans, ouais, c'est vrai que si tu mets 10 000 euros de côté en 2 ans, mais que ça t'a rien apporté en termes d'expérience, bah, t'as perdu du temps. Et j'en parle souvent avec ma nana, parce que souvent on nous dit ça aussi, on nous dit ouais, mais les gars, il faut de l'argent, machin. Et en fait, déjà, moi, j'avais pas d'argent, c'était mes 2 mois de maître nageur qui me payaient toute mon année, donc tu vois, je gagnais 5 000 euros, ça payait bien, maître nageur, je gagnais 2500 balles par mois quand même. Mais avec ces 5 000 euros, il fallait que je fasse mon année. Donc j'étais pas du tout en train de rouler sur l'or et voilà, moi je vivais avec 500 balles par mois, quoi, comme tous les mecs, tous les étudiants, quoi. Et en fait, plein de mecs me disaient ouais, mais toi t'es à l'aise, machin. Et ces mecs-là, ils fumaient 2 paquets de clopes par jour, ils faisaient 3 soirées par semaine, ils prenaient l'autoroute 14 fois par mois pour aller je sais pas où. Tu vois, enfin, c'est aussi des fois, bah oui, des fois il faut un peu mettre les choses en perspective et sur une balance et te dire bah ok, je vais peut-être faire moins de soirées, je vais essayer d'économiser, mais par contre, je vais claquer cette thune pour essayer des choses à côté, quoi. Mais je pense que c'est un
un mindset qui est pas évident pour plein de gens parce qu'on n'est pas du tout éduqué dans cette logique-là. C'est pas du tout qu'il y a des gens qui sont rapias ou cons, tu vois. C'est juste qu'on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué pour consommer des choses qui sont normales entre guillemets. Donc on nous dit ça c'est normal. Il faut claquer sa thune là-dedans et consommer comme ça parce que c'est ça la vie. Et en fait, quand tu prends un peu de recul sur la société de consommation, tu vois bien que tout est fait pour qu'on pense que ces choses-là sont normales, alors qu'en fait, tu peux très bien t'en passer pour économiser de l'argent et dépenser ton argent sur des choses qui sont dites non normales ou à risque. Et je pense que vraiment, il faut pas avoir peur d'essayer un peu de sortir de nos schémas là, sociétaux qui sont hardcore et qui nous font toujours justement avoir hyper peur d'entreprendre ou de dépenser 500 balles pour tester un truc, alors qu'on a absolument aucune peur de lâcher une grégousse en boîte, quoi. Tu vois, c'est quand même... Des fois, je me dis, putain, c'est quoi ces conneries, quoi. Mais tu prêches un convaincu. En ce moment, je fais que le répéter. Je dis putain, mais on n'a pas d'éducation financière, c'est hardcore. C'est vrai. Les gens, des fois, ils se disent ouais, pas de problème, ils dépensent un truc viens, on achète une voiture qui vaut 20 000 balles. C'est clair. Et et après, derrière, tu dis achète une formation qui coûte 30 balles, qui pourrait te permettre peut-être de gagner plus de sous. Il dit mais 30 balles, t'as vu le prix? Ouais. Mec, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu sais que ça m'a tellement vénère ce truc-là que je me suis dit je vais faire une application où c'est un convertisseur de argent versus le temps de ta life. Tu sais, genre tu mets ton salaire et après tu dis un ordinateur à 5000 balles, regarde, ça t'a coûté X années de ta vie, tu vois, ou X mois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bon là pour le coup un ordinateur ça peut t'aider à faire des trucs, coup, mais genre une voiture souvent c'est genre pour partir en vacances quoi. T'as payé 20 000 euros pour ça, vraiment. Ouais, mais parce que c'est normal d'acheter une voiture, tu vois, c'est un investissement. Ouais, c'est ça, la voiture, la maison, le chien, et allez, hop. Le scénic, c'est clair. C'est ça. Ouais, c'est très vrai, hein. Mais ça aussi, tu vois, c'est des schémas. Je pense que si on y arrive tous un jour, c'est parce que c'est des schémas qui sont quand même confort et on a envie, tu vois, de ça, peut-être intrinsèquement. Mais par contre, on nous éduque tellement à respecter ces schémas qu'on se presse à chaque fois d'aller à l'étape d'après. Et ouais, il faut vite acheter la maison, vite acheter machin, c'est ça qui est essentiel. Alors qu'en fait, on s'en fout, on l'achètera quand on voudra. Et enfin, moi, franchement, maintenant, j'ai compris ça, mais j'ai jamais gagné autant de thunes que après avoir vécu avec très peu de thunes et avoir compris comment gagner de l'argent, quoi. Et en fait, je pense que si j'avais économisé au lieu de dépenser ce peu d'argent, mais j'aurais, je sais pas, 1000 fois moins d'argent, tu vois, aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est ouais, clairement. vraiment, je pense que s'il y a un moment où il faut prendre des risques, s'en foutre, se mettre à zéro sur le compte et puis manger un peu des pâtes, c'est quand on est jeune, c'est quand on a, tu vois, jusqu'à 30 ans, et justement quand on n'a pas encore trop, on s'est pas trop englué dans ce schéma où t'es endetté sur 25 ans et où tout est galère parce que t'as des mioches et machin, quoi. Même si tu peux très bien entreprendre avec des enfants sans aucun problème, même si t'as un crédit d'ailleurs, hein, mais... Oui, ça je suis pertinemment d'accord avec toi parce que maintenant il faut pas beaucoup ou même zéro pour commencer à faire des projets toi et faire des choses qui peuvent te rapporter. Mais ce qui est ouf souvent, c'est que t'as des mecs qui commencent à trouver un taf, au bout de 3 ans ils ont un taf stable, ils se disent bon ben maintenant je vais acheter un appart ou une maison à moi. Déjà tu fais mais ouais, enfin du coup t'as fait un taf, t'as passé du temps tu commences à gagner de l'argent et le premier truc que tu veux faire c'est genre niquer complètement ton potentiel d'investir cet argent juste pour vivre dans un endroit que tu vas payer à la banque. Enfin, genre, je sais pas, investis pour louer ou essaye de... Non, t'as pas envie de plus, de moins galérer. Non. Mais ça, c'est un esprit entrepreneurial. Après, moi, je jette pas la pierre à ceux qui réfléchissent comme ça, parce que si tu veux, il y a des gens, ils se disent, ben moi, mon rêve, et c'est hyper louable, c'est juste d'avoir une maison, une famille et d'être tranquille, quoi, tu vois. Mais nous, je pense qu'on a un peu plus la dalle, quoi, tu vois, et on aime bien aller chercher des trucs, voir ce que ça peut faire, tu vois, prendre des petits risques. Je pense que tout le monde n'est pas codé comme ça, parce qu'il y a une grosse part d'éducation, mais c'est pas... Ouais, mais du coup, j'aurais tendance à dire que c'est pas dans tes gènes, tu vois, c'est pas genre quelqu'un qui est défini comme quelqu'un qui a pas d'ambition. C'est juste qu'en fait, il s'est tellement fait contraindre par le contexte qui est ben non, t'as pas besoin d'en avoir, et juste un job, fais le chemin simple, qu'en fait, il se rend même plus compte que c'est possible. Oui, ça c'est clair. Et d'ailleurs, de vouloir quelque chose. Ouais, et tout nous envoie du doute d'ailleurs autour de nous. Oui, parce que tu demandes à n'importe qui, est-ce que tu as envie d'être riche et de pas compter ta thune? Oui, tout le monde répond oui. Est-ce que tu as envie de le faire? Et là, il y a plus personne. Ouais, c'est vrai. Après, je me suis souvent demandé que serait le monde si on était tous entrepreneurs. Et là, je te retourne cette question du coup. Tu vois, j'ai pas mal réfléchi, mais tu vois, je suis pas sûr que ça serait très équilibré. Et je pense que c'est bien qu'il y ait aussi des gens qui aient envie d'être en mode tranquille. Alors après, est-ce qu'ils veulent être tranquilles?
parce que c'est vraiment eux qui l'ont décidé, ou est-ce que depuis que t'es né, on te biberonne à ce schéma de t'inquiète, tu vas faire des études, tout va bien, rassure-toi, et puis ensuite t'inquiète, t'auras ton bac, et après t'inquiète, pas de stress, tu vas à la fac, ça va, tu suis le chemin, et après aucun problème, tu vas en CDI, tout roule, et puis là, maison, scénique, chien, et après Costa Croisière à la retraite, tout roule, t'inquiète, et puis après ton cercueil il est payé, t'inquiète. Tu vois, c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu tristou, quoi. Je pense pas que les gens pensent tous que c'est ça le schéma qu'on est en train de décrire, tu vois. Je pense qu'il y a des gens pour qui ils le voient comme quelque chose de très fort. Moi, je connais des gens, ils ont besoin juste de rien, tu vois. Ils ont juste envie d'avoir une famille, une maison, et pour eux, c'est la surconsécration, quoi. Donc, voilà. Moi, je jette pas la pierre. Je pense qu'on est tous différents, et je suis curieux de voir. J'aimerais bien un jour vraiment discuter profondément avec un mec hyper convaincu de cet autre côté, tu vois, pour voir un peu quels sont ses arguments et comment lui, il voit la chose, quoi. Clairement. Le problème, c'est que j'ai que des connards d'entrepreneurs autour de moi, donc c'est Ça vient à un truc que je répète souvent, c'est que c'est ton contexte qui t'aide à te définir souvent. Et du coup, si t'as beaucoup d'entrepreneurs autour de toi ou des gens qui ont entrepris, en général, t'as plus de facilité à entreprendre qu'un mec qui est tout 100%. seul. Il y a tellement de freins. On nous met tellement de freins. Par contre, ça, c'est un vrai problème, c'est que quand t'oses un petit peu essayer de t'imaginer entrepreneur, on est dans un monde où tu te fais matraquer à d'une force, quoi. C'est pas drôle, quoi. Et ton repas de famille, tu commences à lâcher un petit, tiens, je très bien de monter ça, mais il y a 1 heure pour démonter ton idée, quoi. Tu vois, c'est l'enfer. C'est vraiment pas le bon timing de le lancer dans un repas de famille, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais il y a un truc, il y a une blague comme ça qui est drôle, qui dit genre, il y a deux seaux d'escargots, c'est un mec qui vend des escargots, et il y a un seau qui est couvert, enfin qui a un couvercle, et il y a un seau qui a pas de couvercle. Le seau qui a pas de couvercle, c'est le seau d'escargot entrepreneur. Pardon, le seau qui a un couvercle, c'est le seau d'escargot entrepreneur. Et l'autre, c'est le seau d'escargot non entrepreneur. Et donc le mec, il vient, il dit, pourquoi le seau d'escargot, il a un couvercle? Et l'autre, il dit, parce que ils se barrent tous, les mecs, ils se font la courte échelle et tout, ils arrivent à sortir, quoi. Et il dit, mais pourquoi celui-là, là, il a pas de couvercle? Et le gars lui dit, ça va, parce que dès qu'il y en a un qui essaie de sortir, tous les autres sautent à ses pieds pour le ramener au fond. Et je trouve que c'est vraiment exactement ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir. C'est clair. Ouais, je comprends très bien. Mais tu vas me buter parce que j'ai 7% de batterie, faut que j'aille chercher mon chargeur et j'avais pas anticipé ça. Donc Martin, salut à toi. Vas-y, ça te dérange pas, j'y vais vite fait, ouais, de toute façon. Oui, vas-y, je t'attends. C'est encore Antonin qui va bosser. Ah, c'est Antonin, pas Martin, pardon. Ouais. Je fais une petite pause bouffe, Antonin. J'ai pas mangé aujourd'hui. Petite pub pour Antonin de Nouvelle École, qui a un super projet, ça s'appelle L'Enfant. Il fait du rap maintenant. J'arrive, j'ai pas mis mes écouteurs encore. Le type est imbuvable, tu sais. Le mec, on l'invite à un podcast et il arrive avec 4% de batterie sur son ordi en claquette chaussette. Tout va bien. J'ai failli oublier le chargeur aussi, t'inquiète. Bon, ça va alors. Antonin, big up, on peut reprendre. Je lui fais un clap par gentillesse. Allez. Non, heureusement, maintenant, les pistes, elles sont synchronisées avec ce logiciel. Je crois que ça, déjà, il a plus le problème. Ok, bon, ça va. C'est déjà un bon début. Yes. Du coup, on va peut-être reprendre un petit peu sur mes questions là. Du coup, donc t'as fini tes études et une fois que t'as fini tes études, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es lancé du coup dans tes projets à fond? Donc là, ouais, j'ai terminé mes études, mon master. J'avais déjà fait mon stage d'études dans ma propre boîte. Et ce qui était pratique, c'est que je pouvais me mettre 21 sur 20, comme ça, sans pression. Tu vois, je me disais, personne n'oserait faire ça, moi je vais le faire. Et du coup, ils me détestaient dans mon master, les mecs, ils voulaient m'abattre tous. Mais bon, moi j'étais cool. Tu vois, j'étais fier d'avoir fait ce petit move et de pouvoir le raconter un jour dans un podcast. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et en gros, en ce moment. c'est clair. Et du coup, après j'ai terminé mon master, je me suis tout de suite pris des bureaux à Lyon, mais je crois que je les avais déjà pris même avant d'avoir tout à fait fini le master.
Je cherchais et tout, et donc j'ai pris des bureaux et tout de suite je me suis dit il faut te foutre dans la merde au maximum, tu vois, genre t'as pas de salaire vraiment, mais t'as un peu de revenus, mais sors au maximum de ta zone de confort, prends tous les risques maintenant et tu verras bien ce qui se passe. Et là je peux te dire, tu vois, pareil, la famille et tout, ils te disent mec tu fais quoi là, genre t'es un fou. Mais t'es un malade. Et non bah du coup écoute j'ai pris des bureaux avec d'autres mecs qui étaient entrepreneurs, une espèce de coworking à deux boîtes quoi. Des petits bureaux un peu tout pétés. Il y avait une cave. C'était la salle de réu sans aucune fenêtre. Ça sentait les pieds. Mais c'était des premiers bureaux Mais dont tu te rappelles, quoi. Exactement. C'était chez moi. Ça me faisait plaisir. Et donc, du coup, bah, j'ai pris ce truc-là. Mon associé, donc, sur la boîte, on était 3. Donc, il y en avait un qui a 60 ans. Donc, c'est celui qui rachetait toutes les pages Facebook et tout. Donc, lui, rien à voir. Il avait sa vie. Il faisait d'autres choses. Et il s'appelle Bruno Jagger, tu vois, donc autant dire un mec qui s'appelle Jagger, il a pas le temps d'aller dans une cave qui pue des pieds. Et il y avait aussi mon autre associé, donc qui était Lionel, qui est donc le développeur. Et lui, en fait, il bossait en CDI pour une boîte et il bossait un peu pour nous à côté. Et donc il s'est mis en télétravail dans les bureaux et il bossait à moitié pour la boîte et à moitié pour moi. Mais c'était l'enfer. Je me rappelle, il était le mec, il pétait des câbles, il était rouge tomate 14 fois par jour. Je me disais c'est pas très bon pour sa santé, mais c'est le début. on va la jouer comme ça quoi. On va y aller tranquille. Donc ouais, là en gros on se met là-bas et à ce moment-là je commence à me dire tiens, si on faisait un peu plus, si on upgradait et qu'on allait faire un peu des apps de service, tu vois, pour gagner un peu plus d'argent et faire des trucs un peu plus compliqués. Et en fait, les apps de médias où tu as juste à lire du contenu et les apps de service où il faut que tu crées un usage, que les mecs ils aient vraiment compris ton produit, que ça soit simple, que ça réponde à une vraie pain, qu'il y ait une interface extrêmement efficace, que ça sécrète de la dopamine, que tu respectes toutes les règles de trigger, de hook et tout, ce n'est pas la même chose. Et donc ça a été un apprentissage dans la douleur, à essayer de faire des trucs. Alors la première qu'on a voulu faire, elle s'appelait Happy Rose, et c'était un pote de la fac qui vient et qui me dit mec, est-ce qu'on créerait pas un réseau social d'alcooliques? Alors, là déjà tu vois, de premier abord, je lui ai dit écoute, respire par le nez, assieds-toi et exprime-moi ton idée d'une manière intelligible. Et en fait, son idée était pas si conne, mais il l'avait pas trop poussée, donc on y a réfléchi un peu. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait plein d'étudiants sur les campus, partout, quoi. C'était des villes étudiants, les campus. Et en fait, qui ne se connaissaient pas, qui ne se côtoyaient pas. Et ils partaient toujours en centre-ville pour aller faire des soirées dans les bars et dans les boîtes, alors que ils pourraient faire des apéros de malades, quoi. Et on se disait, putain, comment on peut mettre en relation tous ces étudiants qui sont là et qui pourraient faire plein d'apéros ensemble et se rencontrer autour de l'apéro facilement, genre de manière hyper rapide. Et en gros, c'était ça l'idée d'Apéros. C'était une app qui te permettait de faire des apéros étudiants plutôt, donc hyper facilement. Je viens de comprendre le jeu de mots. Voilà. Et en gros, du coup, alors ça, c'est vraiment ma première app de service. C'est un carnage, mais même le mot carnage est un euphémisme. Et en gros, réflexe de merde, bien sûr. Le truc est pas bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un développeur. Tu vois, genre le truc à ne jamais faire. Et donc, on trouve une nana qui était à Grenoble, qui avait 36 ans et qui était prof de dev dans une école. Et en fait, prof de dev, ça veut pas du tout dire bon dev, quoi. Tu vois, ça marche pas ensemble. Et du coup, bah, nous, on se dit, putain, 36 ans, prof de dev, machine, quoi, tu vois. Et du coup, on lui dit, allez, c'est parti. Et puis elle, enthousiasmée par ce qu'on avait fait avant, quand même, tu vois. Enfin, on avait vraiment des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Enfin, on pouvait la lancer, l'appli, sans problème. Et ça, c'était notre force. Et donc, on lui dit, bah, allez, on essaie de faire ça. Et elle code pendant des mois, c'est un carnage, ça sort jamais, il y a des bugs partout. Et alors, deuxième erreur de malade, tiens, je viens de m'en rappeler. Moi, je me dis, tiens, je vais lever un peu des fonds, tu vois. Genre, c'est comme ça, quoi. Il faut bien lever des fonds, tu sais, on est entrepreneur, quoi. Et donc, du coup, je vais voir un petit business angels et pareil, je lui pitch un peu le truc et je lève 30 000 euros. C'était ma première levée de fonds, 30 000 euros. Et donc, je crée une deuxième boîte qui s'appelle Start Corporation et qui était donc ma boîte dans laquelle il fallait mettre des apps de service. Et tu noteras que tout était pris à Stark Industries parce qu'en fait le logo de Stark Industries donc dans Iron Man c'est Stark Corporation et nous on avait mis Start Corporation avec le même logo. Genre notre logo, j'ai envoyé des devis et tout avec le logo de Stark Industries. Pendant 5 ans j'ai fait ça et les mecs à la fin je me disais ils vont voir mais personne n'a jamais vu quoi. C'était splendide. Et donc, du coup, bon, tout ça pour dire que je fais cette petite levée de fonds avec un développement qui était totalement aléatoire, qui avait des années de retard, un produit, on n'avait aucune idée de s'il allait marcher, on n'avait
pas la moindre idée d'un modèle économique, mais on était serein parce que réseau social d'alcoolique, machin. Et en fait, on voit, en parlant un peu sur les réseaux sociaux au début, parce qu'on commençait à annoncer qu'on allait sortir, on crée une page, que le truc est vraiment fort en termes de concept et que les gens sont trop chauds, vraiment. Mais par contre, ça nous met un petit coup de pression parce que j'ai levé de l'argent, donc fallait y aller. Et on dit, bah allez, on sort que iOS. Et je sors iOS, du coup, le truc était codé, franchement, avec les pieds, quoi. Malheureusement, c'était pas assez, tu vois, il n'y avait pas eu un vrai dev avec des bonnes pratiques de dev et tout. Et du coup, on fait genre 30 000 téléchargements en 2 jours, parce que j'en parle juste sur les communautés un peu qu'on avait. Ouais. Et le truc explose, quoi. Genre, enfin, je sais pas, tu vois l'explosion qu'il y a eu là il y a quelques jours, mais je pense que c'était encore plus que ça. C'est genre, c'est crash total, plus accessible du tout, on pouvait rien faire avec l'appli. Je viens de comprendre, explose dans le mauvais sens du coup. Ça il a explose crashé. dans le mauvais sens. C'est pas la bonne explosion qui fait plaisir. C'est l'explosion qui fait pas plaisir. Et du coup, inutilisable, un fiasco total, ça fait tout péter. Et donc là, je commence à me dire, putain merde, c'est vachement dur, on a sous-estimé à mort l'importance du côté tech, parce qu'en fait, moi, au début, je l'avais sous-estimé, mais sur une app de médias, c'est pas très grave, tu vois, il y a quasiment rien. Mais là, ça n'a rien à voir. Et du coup, bah, je réfléchis à comment je vais faire. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens qui voulaient utiliser l'appli nous font quand même des retours. Et donc là, j'ai un bon réflexe, c'est d'aller discuter avec tous ces gens. Et donc, je discute avec des centaines de personnes qui m'expliquent qu'en fait, elles cherchent un prétexte pour faire des rencontres. Et c'est très difficile maintenant de se rencontrer dans la vraie vie. Tout passe par des apps, des trucs. Tu vois, on est en 2014. Et toutes me disent, bah en fait, c'est pas le problème de l'app de dating qui fout la merde, c'est le problème de comment on fait pour avoir un prétexte à une rencontre moins malaisante, plus simple, et donc dans la vraie vie. Et donc, à force de discussion, émerge le fait qu'ils ont envie de se rencontrer en fait sur du micro-événementiel. Et l'apéro, c'est pas mal, mais il y a plein d'autres trucs. Tu vois, par exemple, je sais pas, une session de yoga, tu vois, dans un appart ou dans un parc, un truc pour apprendre à faire des mojitos, enfin voilà. Et tout ça, c'est un super prétexte en fait pour rencontrer des gens. Et comme c'est pas explicitement dit que t'es là pour rencontrer des gens, et ben il y a plein de mecs et de nanas d'ailleurs à qui ça plaisait vachement. Et donc à partir de là, je me dis bah je vais shifter un peu l'idée parce que mon petit investisseur, faut quand même que je lui dise t'inquiète, t'as pas mis Les 30 sous vont 000 revenir euros, un jour. t'as pas financé une explosion, t'es pas un terroriste. Et du coup le mec me dit bon bah ok vas-y essaye de faire le level up de ce truc là. Et donc là, je m'associe avec d'autres potes à qui je dis bah écoutez les gars, venez, on essaie de se chauffer pour vraiment faire une bonne app et tout, un truc qui soit un peu canon, et on fait un truc de micro événementiel. Et donc là, on l'appelle Who's Up, et c'était donc le début d'une aventure de 2 ans et demi pour développer cette plateforme de micro événementiel entre particuliers, qui était en fait une app de dating mais brandée différemment avec un modèle différent. Et pareil, toujours pas de modèle économique, mais ça, tout le monde te disait à l'époque, non mais t'inquiète, le modèle économique on voit après, en mode à l'américaine quoi, le truc absurde. Mais à l'époque, vraiment, pour ma défense, t'avais pas un mec, même les investisseurs machin, moi je connaissais bien les mecs de Happen parce que je les avais rencontrés au tout début, ils avaient sponsorisé mon Spotted, tu sais, ils sponsorisaient tous les Spotted de France. Et du coup, je discutais avec eux et eux ils disaient ah non mais mec, lève des fonds, tu sais, enfin genre c'était vraiment tu lèves des fonds. Et donc du coup bah pas de modèle économique, mais c'est pas grave, c'est le digital, tu sais, ça va venir un jour. En fait, je pense qu'on a eu une grosse confusion. Il y a eu une inertie des années 2000 quoi, qui a trop traîné parce qu'en fait c'était une aberration quoi. Mais c'est vrai. Ça a tellement traîné, oui. Ouais, ça a vraiment traîné, ça traîne toujours un peu d'ailleurs. Hein. Il faudra quand même leur dire un moment. Mais du coup, bah, je me dis, bah ok, bah du coup, avançons, relevons des fonds. Tu vois, on en est là, on vient de on vient de faire une explosion et on se dit on a une autre idée. Relevons des fonds. C'est tellement absurde, putain. Ah là là, quand j'y pense. Mais bon, c'était il y a 6 ans, donc tout le monde se calme ici. Et donc du coup, bah, je me dis, allez, c'est parti. On va refaire un design, on va réfléchir un peu l'appli. Et encore une fois, les mecs ne réfléchissent pas une minute à est-ce qu'il y a un modèle économique à réfléchir, est-ce qu'il y a un truc. Non, c'est plus faisons un beau design d'appli et continuons sur notre lancée. Et donc à cette époque, je discute beaucoup avec la développeuse qui avait codé avec les pieds, et elle me dit non mais t'inquiète, je vais nous faire un truc propre, je vais repartir sur les basses scènes. Et du coup, erreur de ma life,
je la nomme CTO de la boîte. Et je lui donne un peu des parts, tu vois. Je lui dis, vas-y, t'inquiète. Là, je peux pas te payer pendant longtemps parce que là, je suis en levée de fonds. Mais par contre, tu deviens CTO, t'as un peu des parts et le jour où ça marche, bah voilà, ça marche, quoi. Et donc, j'associe comme ça. On était 4, tu vois, on était 4 associés. Donc il y avait un pote qui est venu pour faire le design, cette nana qui était en CTO, un pote qui était en mode qui voulait faire de la com, bah c'était le mec qui voulait faire un réseau social d'alcoolique, et puis moi. Donc voilà, on était grosso modo une bonne bande. Heureusement, moi j'avais quand même mon autre boîte qui tournait ce jour, même si je m'en occupais un peu moins, mais ça rapportait quand même de quoi payer les loyers et faire des trucs parce que sinon ça allait être compliqué. Et du coup, bon, on fait cette appli, on fait plein d'itérations pendant longtemps, je relève 80 000 balles, puis 350 000 balles, tu vois, je me chauffe quand même. Je commence à comprendre aussi comment on lève des fonds et tout. Et puis on commence à avoir un truc qui commence à être sympa. On monte à 100 000 téléchargements, on avait, je sais pas, on avait 8 000 utilisateurs actifs par mois, un peu proprement. On commence à... Et en fait, ça a été un long parcours, mais ça a été extrêmement formateur parce que j'ai vraiment déjà appris comment marcher une app de service, qu'il fallait aller au plus simple, parce que tu sais, au début, quand tu fais une app, tu mets 1 million de fonctionnalités, quoi. Genre les mecs, ils arrivent là-dedans, ils ne savent plus où ils habitent. Enfin, ils savent plus en quelle année on est, ils savent plus rien. Et c'est un enfer. Et ça, c'est un truc, mais ne jamais faire ça, putain. Il faut une fonctionnalité, et elle est bien, et elle marche. Voilà, c'est tout ce que demandent les gens. Et en fait, non, au début, tu fais pas ça. Et en fait, on a mis 2 ans et demi à faire des itérations non-stop, pour essayer d'améliorer le truc. Et du coup, à la fin, ça commençait à marcher. Donc, je commençais à recruter des gens, on commençait à se structurer un peu, ça commençait à être assez canon. Je suis monté jusqu'à 16 personnes quand même dans cette aventure. Parce qu'après, j'avais d'autres revenus qui arrivaient par d'autres trucs. On faisait notamment de l'influence marketing, parce que j'avais bien compris ça. Et j'utilisais un peu mes communautés, et on faisait des deals avec des influenceurs et avec des marques, et je commençais à placer des influenceurs. Donc, tu vois, c'était un peu de la démerde globale. Et on développait toujours ce projet. Et à la fin de ce projet, enfin, là je saute un peu des étapes, mais pareil, on voulait lever 1 million d'euros parce qu'on était encore dans cette logique. Et en fait, je commençais à vraiment capter que c'était pas du tout la bonne logique et qu'on aurait dû vraiment commencer par chercher un modèle économique. Et donc j'ai tourné toutes nos ressources, toutes nos forces vers trouver un modèle économique. Et pendant 6-8 mois, on a cherché, on a fait 200 combinaisons, on a tout essayé, mais on commençait à avoir un truc qui marchait vraiment en termes d'utilisation. Les gens, ils aimaient bien. Ils trouvaient le service clean, tu vois, genre l'appli elle était carrément plus propre qu'au début, enfin vraiment c'était nickel, mais on n'arrivait pas à craquer le truc du modèle économique. Et du coup j'étais en train de lever mes fonds, j'avais déjà 650 000 de sécure, donc tu vois quand même, c'est quand même incroyable. Mais même les investisseurs, tu te dis les mecs, tu vois, ils ont jamais retenu la leçon, quoi. Ils se disent on y va, c'est le digital, ça va marcher, quoi. Et en fait bah, eux, je pense, leur business, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, eux, ils investissent plein de fois pour qu'une fois, ça marche. Ouais, ils espèrent. Clair. Ouais, c'est clair. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils investissent sur quelqu'un, ils investissent pas sur un business, tu vois. Et je pense que nous, aussi, on avait beaucoup appris et on commençait à vraiment être de bons entrepreneurs, mine de rien. Mais juste, on s'était mis là-dedans et c'était compliqué d'en sortir. Mais par contre, on avait appris, mais à mort, quoi. Sur tout ce qui était digital, communauté, on était devenu vraiment fort. Enfin, tu vois, on faisait plein de conférences, on avait vraiment compris comment ça marchait. Sur tout ce qui était influence marketing, ça marchait super bien. Je m'étais même fait un petit personnage de youtubeur, j'avais 100 000 abonnés, tu vois, j'avais des mois où je faisais 5-6 millions de vues, et je voyais qu'il y avait des gars qui me payaient 5 000 euros pour faire une vidéo, quoi. Et donc du coup, ça enchaînait bien, j'avais vraiment compris ce monde-là, mais on était toujours sur ce projet à essayer de trouver une sortie et de trouver comment faire. Et on se rassurait un peu avec les histoires de Snapchat, de Blablacar qui avaient mis 10 ans. Et en fait, c'est plus du tout actuel, c'est plus du tout dans le contexte, ça n'a rien à voir, quoi. Tu cherches mon petit truc de youtubeur sur Facebook, tu peux taper Bubba sur Facebook. J'ai vu tes yeux, je les ai vus. Je le mettrai en lien dans la description. Si tu veux, mec, écoute, il n'y a plus personne qui va sur ma page. J'ai même plus, je crois que j'ai 90 000 abonnés maintenant dessus, ça a descendu un peu. Mais bon, mais c'est toujours là, tu vois, ça me fait de temps en temps, je vais voir, j'ai des petits commentaires, des petits likes. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que on avait vraiment réussi à développer un truc, et justement, comme on commençait à être fort en communauté, en influence marketing, en application smartphone, il y a eu donc moi j'avais pas mal d'opportunités à droite à gauche, mais je restais assez focus. Et un jour, un pote qui est entrepreneur parisien me dit: attends mec, j'ai une belle occasion, une belle opportunité de faire un truc vraiment gros. Il y a un réseau social américain qu'un pote vient de racheter.
Et donc je me retrouve dans un appart à Paris en face d'un petit Chinois. Le mec pesait 350 millions d'euros, il avait acheté et revendu plein de boîtes, il avait monté des putains de startups dans le gaming, un truc qui s'appelait Denali Studio. Et ce mec-là connaissait un peu mon pote, et en gros il venait de racheter un réseau social américain qui s'appelle Thriller. Il venait de le racheter pour 10 millions d'euros. Et il était persuadé qu'il allait en faire une putain de licorne, et d'ailleurs l'avenir est en train de lui donner raison. Et le mec nous avait dit, bah écoutez les gars, moi je cherche des mecs pour lancer l'Europe. Nous aux États-Unis ça commence à prendre. Il me faut des mecs qui connaissent les applications smartphones, les communautés et les influenceurs. Donc j'ai trouvé que toi, Arthur, là, avec ta bande, là, donc vous lancez l'Europe, quoi. Et donc du jour au lendemain, je me retrouve à lancer l'Europe de ce truc-là, en même temps que j'avais donc ma boîte Start Corporation sur laquelle je faisais cette appli Who's Up en mode on s'arrachait bien la gueule et on cramait beaucoup de cash parce qu'on essayait de trouver les modèles qui marchent. Et ma première boîte Brainbox, donc de communauté, sur laquelle il y avait encore des bonnes communautés qui tournaient encore bien. Mais il y aurait un milliard d'anecdotes à raconter, de trucs qui se sont mal passés aussi sur Brainbox. Je pense que si on commence à discuter de tout ça, on n'est pas sorti, donc on va enchaîner. Et du coup, je me retrouve on va faire une série, c'est plus un podcast. C'est clair. Et du coup, je me retrouve dans une période où je fais 3 boîtes en même temps, en fait. Donc avec des bureaux à Paris, à Lyon et à Grenoble, parce que j'avais des employés à Grenoble. On avait 25-26 employés en tout. Et là, ça bossait 90 heures par semaine. Par contre, je vois qu'on est vraiment solide sur l'aspect développer une app, la faire grossir, une app comme Thriller, là notamment, puisqu'on arrivait vraiment à faire des super belles perfs. On a commencé à accompagner plein d'influenceurs, on les faisait venir sur la plateforme, et là, la vie, c'était n'importe quoi. On partait à Los Angeles pour sponsoriser le All-Star Game avec 15 influenceurs, on était dans une villa avec eux, tu vois, c'était les anges, quoi. On allait à Ibiza pour leur faire du bateau et des stories pour que ça fasse des téléchargements. Enfin, c'était vraiment une vie bizarre, tu vois. On sponsorisait la Fashion Week à Paris. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, ça arrêtait pas d'enchaîner. J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans. J'étais éclaté en deux. Tu vois, moi, je fais beaucoup de sport à la base et tout. Et là, j'étais en galère pour faire le sport. Je rentrais à 23h30. J'essayais de faire une muscu, mais c'était déplorable, quoi. Enfin, tu vois, j'essayais de trouver un moyen de garder un peu une condition physique. Mais à part me faire mal, je faisais pas grand-chose. Et du coup, à la fin de ça, de toutes ces étapes-là, j'étais vraiment fatigué. Et je me dis, j'en ai marre de Thriller. Donc, j'arrête Thriller. Entre-temps, je me suis associé avec des super potes, enfin associés qui ont été hyper cool. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire danser juste des gamins sur une app. C'est pas ça ce que je veux faire. Tu vois, je me suis retrouvé engrainé un peu dans une tornade. J'aimerais bien faire autre chose de ma vie, des choses qui ont plus de sens. Je pense qu'on a d'autres challenges aujourd'hui, même si voilà, c'est sympa. Mais c'était pas mon truc. Du coup, je sors de Thriller, je dis j'arrête, malgré qu'ils, tu vois, ils m'ont proposé des actions et une très bonne rémunération. Avec une belle place, tu vois, en mode head of growth monde, tu vois, c'était quand même une boîte ricaine avec beaucoup de monde, mais je sentais que c'était pas moi et que c'était pas ce que je voulais faire. Et les mecs étaient en train de lever 70 millions d'euros, ils en avaient déjà levé 30, 38, donc tu vois, enfin, c'était clairement en train de grossir. Mais j'avais pas envie de prendre ce truc. Donc j'arrête Thriller, je me reconcentre tout de suite sur ma boîte Start Corporation, je dis aux gars, écoutez les mecs, parce que Thriller c'était une putain de source de revenus pour Start en fait. Du coup on était quasiment à l'équilibre grâce à ça, mais quand j'ai arrêté Thriller, j'ai carrément coupé les revenus de toute ma boîte Start. Et du coup il nous restait pas énormément de cash et je dis aux gens les gars, on a 3 mois pour trouver un modèle économique parce que dans 3 mois on est en mode break-even et mauvais break-even quoi, le break-even vers le bas quoi. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Mais quand t'étais à Thriller, en fait, tu ramenais des contrats sur ta boîte Start, c'est ça? Et du coup, en partant, en fait, t'as arrêté tous les contrats, quoi. En gros, il y avait ça, mais c'était pas que des contrats d'influence marketing. Ça, c'était un peu, mais c'était pas les gros des revenus. C'était surtout Thriller nous faisait des revenus. Tu vois, par exemple, moi, Thriller me payait. En fait, on était plusieurs associés à bosser en mode part-time Thriller, Who's Up, plusieurs associés de Who's Up. Donc, entre-temps, la CTO est partie, j'ai remplacé par un autre CTO, j'ai associé d'autres mecs. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Et en fait, quand on bossait pour Thriller nous envoyait un package de thunes pour que nous on se mobilise, donc ils nous payaient en gros, c'était du paiement humain mais ils nous payaient extrêmement bien, et donc on utilisait ce cash déjà pour payer d'autres employés de Start Corporation, donc déjà ça faisait rentrer grave de l'argent,
Et en plus de ça, on avait pas mal de revenus. On était payé aussi pour d'autres trucs. Tu vois, il y avait, on embauchait un peu des gens. On avait une partie de l'équipe Thriller qui était dans nos bureaux à Lyon. Du coup, on facturait les bureaux alors qu'on avait déjà des bureaux. Enfin, tu vois, on se démerdait pour avoir des revenus qui étaient assez importants. Donc, ça nous mettait quasiment en flat et on dépensait très peu d'argent. Et en fait, moi, à ce moment-là, après avoir arrêté Thriller, je te dis, j'ai 650 000 de sécu. Je suis en train de faire une levée de fonds, mais je me dis, là, c'était devenu évident. Là, je commençais à avoir 5 ans d'entrepreneuriat et c'était évident que si on n'avait pas de modèle économique, j'allais pas relever 1 million d'euros. Ça n'avait aucun sens, tu vois. Et je me dis, les gars, si dans 3 mois on n'a pas de modèle économique, je fais pas la levée de fonds et on ferme. On arrête cette boîte. Parce que je sentais que ça marchouillait, que ça marchait pas vraiment et je commençais à prendre conscience de tout ça et je me disais, non, mais tu peux pas indéfiniment lever des fonds et te battre pour faire un truc qui en fait n'est déjà pas dans ton ADN. Tu t'es retrouvé là parce que tu as voulu faire un réseau social d'alcoolique avec un pote. Tu vois, mine de rien, c'est con. On faisait un truc qui était sympa et on essayait de faire se rencontrer des gens dans la vraie vie. Tu vois, il y avait des belles valeurs, mais par contre, c'était pas mon ADN. Je venais pas de là. Et du coup, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête ce truc-là. Mais je voulais pas non plus virer tout le monde bêtement et mettre fin à 3 ans d'entrepreneuriat. Donc, je m'étais vraiment donné la deadline de ces 3 mois en disant, les gars, si on n'est pas capable d'avoir un modèle économique à 3 mois, c'est vraiment qu'on n'en aura jamais, quoi. Et franchement, ils ont été top. Tu vois, je me suis dit, tous les mecs vont me dire, ok, Nick, alors on fait plus rien, ou on cherche un autre taf en même temps, machin. Ouais. Et non, les mecs se sont tous dit, t'inquiète, on va y arriver, on se retrousse les manches, on va tout donner, ça va marcher, grosse énergie. Et 3 mois plus tard, ça n'a pas marché. Du coup, on a quand même tout donné, tu vois. Et du coup, je suis obligé de fermer la boîte. Je me rappelle, c'était hyper douloureux. Enfin, je suis arrivé un jour, j'ai dit, les gars, on va tous en bas dans la salle de réu. Donc, on avait changé de bureau. C'était plus celui où ça puait les pieds, c'était bien. Et du coup, je leur dis, les gars, écoutez, faut qu'on arrête, quoi. On fait pas la levée de fonds d'après. J'en avais parlé aussi aux invests. Ils avaient dit, ouais, dans ces cas-là, c'est clair, on suivra pas et on suivra que si c'est vraiment. Et donc, je dis, on s'arrête là, quoi. Et du coup, ça aurait pu se finir plus ou moins bien parce qu'on avait un peu de cash et je me dis, je vais payer toutes les ruptures et tout ça. Et en fait, l'enfer que j'avais zappé, c'est que moi, dans ma tornade où on bossait comme des chiens, j'avais pas pris en compte la TVA de cette année-là. Et du coup, on s'est retrouvé avec plus de 100 000 euros de dette et donc absolument aucun moyen pour faire les licenciements. Et là, je me dis, mais c'est l'enfer, quoi. Et donc, je me retrouve à ce moment-là, déjà à devoir aller voir mes invests, aller regarder dans le blanc de l'œil à 16h du mat, et là, je peux te dire, t'as personne avec toi, il n'y a pas d'associé, il n'y a rien, t'es solo. Tu dis à des mecs de 60 piges, je vous ai fait perdre, je sais pas combien, 400, au moins. Attends, combien en tout? Ouais, pas loin de 500 000 balles, quoi. Donc, tu vois, ça fait quand même chier. Les mecs, ils sont pas très contents, donc c'est déjà pas évident. Tu dois dire aux salariés, les gars, je cherche une solution pour payer vos ruptures conventionnelles. Déjà, les mecs étaient des anges parce qu'ils ont accepté de faire des ruptures conventionnelles. Enfin, c'était un bordel. Je me retrouvais avec des huissiers chez mes parents tout le temps, toutes les semaines. Enfin, tu vois, non, dur, vraiment dur. Et donc, pendant plusieurs mois, c'est vraiment la galère. Je me dis putain, allez, c'est le prix à payer pour te relancer sur une autre situation et tout, vas-y. Et donc j'arrive à vendre la boîte en mode coup de théâtre, mais j'ai galéré comme un malade. Je suis allé voir tout le monde. Je me rappelle, donc on avait quand même un sas de micro-événementiel qui était hyper quali, quoi. Et donc je vais voir les Club Med, les Pierre et Vacances, les Herbalife, tous les mecs qui pouvaient avoir intérêt à racheter ce truc-là. J'avais pas mal de marques d'intérêt, je creusais, mais j'arrivais pas, quoi. Tu vois, c'est dur de vendre une boîte et surtout quand t'es un peu en galère, ils le voient, tu vois, ils voient que c'est la merde, ils voient qu'il y a des huissiers derrière toi, dans ton dos, quoi. Et du coup, c'était pas simple. Mais d'ailleurs, je me rappelle, on était à 2 doigts d'avoir un truc avec Pierre, avec le Club Med, et un de mes anciens investisseurs m'a volé le client, en gros. Tu vois, genre, les mecs m'ont dit, vas-y, Club Med, ils sont intéressés par ça chez toi, je vais t'accompagner, on va améliorer le truc et puis on va réussir à leur vendre et tout. Et en fait, à côté, ils avaient une petite boîte, une agence de développement informatique, quoi. Et ils développaient des apps aussi. Et les mecs me donnaient plus aucune nouvelle sur le truc du Club Med alors qu'ils me disaient, on le gère, t'inquiète. Et donc moi, ça me soulageait vachement. Et en fait, j'avais aucune news et à force, je commence à me dire, putain, mais vas-y, j'en ai ras le cul. Je vais aller moi-même faire le deal. Donc je trouve une pote qui travaille chez le Club Med, elle fait remonter, tac, j'arrive à avoir la bonne interlocutrice. J'y vais, je présente mon dossier, elle a la meuf, elle tombe de la chaise et elle me dit, mais en fait, il y a un mec qui est venu me présenter exactement ça, mais avec un autre nom, il y a 2 semaines. Et je demande le nom du mec, et c'était le mari de la meuf qui avait mis de l'argent chez moi. Et du coup, je me dis, mais putain, mais horrible, quoi, tu vois, genre le couteau dans le dos de bâtard, alors que c'était déjà difficile. Bon, bref, c'était pour la petite anecdote, pour dire que même tes propres investisseurs, des fois, peuvent
peuvent te la mettre. Et bon, tout ça pour dire que du coup, je trouve un mec qui me rachète ça, un groupe belge qui voulait développer le truc, qui croyait pas mal au concept. Et ça me sort de la mouise alors que ça faisait des mois que j'essayais de vendre. Et tous les mecs me disaient, je me rappelle, tous les entrepreneurs me disaient, non mais mec, passe à autre chose, c'est mort, tu peux pas vendre un truc comme ça, c'est impossible, abandonne. Enfin, tu vois, des super entrepreneurs, ils me disaient, il faut pas se faire d'illusions, passe à la suite, refais-toi quoi. Et pour le coup, j'ai quand même eu raison, je me suis acharné quelques mois, parce que j'avais pas le choix aussi. Enfin, tu vois, t'as tes huissiers chez des darons, ça le fait vraiment pas. Et du coup, De toute façon, c'est toujours quand t'es dos au mur que t'es le meilleur pour trouver des solutions à des trucs que personne ne veut trouver des solutions. Et puis tu vois, j'ai vu plein de trucs, j'ai eu plein de learning aussi à ce moment-là qui était très dur. J'avais déjà eu plein de learning, mais typiquement, j'avais des associés, enfin un de mes associés qui était mon directeur général. Le mec, quand il fallait jouer les start-upers et qu'il y avait du cash, il était là. Mais alors mon gars, quand c'était compliqué, c'était le CDiste. Genre, quand il fallait essayer de s'en sortir pour vendre la boîte à la fin, je me rappelle très bien. Il fallait aller voir les invests, il y avait plein d'allers-retours, c'était hyper stressant. Et le mec s'est barré en Malaisie 3 semaines avec sa meuf et n'a donné aucune nouvelle. Téléphone éteint, tu vois. Genre des trucs, tu te dis, ok, bonne chance. J'apprends ce que c'est. Ouais, voilà, j'apprends ce que c'est un bon associé et un mauvais associé, quoi. Heureusement, j'avais des bons associés qui n'ont pas fait ça. Mais tu vois, j'ai vu plein de trucs comme ça qui étaient vraiment hardcore. C'était vraiment une période hyper dure, mais par contre, en termes de learning, c'était fou. Et du coup, bon, j'ai réussi à vendre la boîte, c'était juste magnifique. Ça a traîné de ouf, c'était hyper dur. J'étais tendu comme un string jusqu'au bout du truc. Et une fois que j'ai eu vendu la boîte et que tout ça était un peu réglé, je me suis dit, ok, sur quoi je peux encore capitaliser? Il me restait ma petite boîte Brainbox du départ et Nuit sans folie qui tournait super bien. Et donc du coup, je me dis, bah vas-y, on va faire quelques apps autour de Nuit sans folie. Donc là, je me recale avec mon associé, un de mes premiers associés, donc Lionel, là, qui était le CTO de Brainbox. Et on sort d'abord une petite app de jeu qui s'appelle Kinky, qui commence à faire des bons petits revenus récurrents par mois. Donc là, tu vois, on savait faire des apps. En fait, on avait appris comment faire des apps. C'est juste qu'à la base, on s'était mis dans la merde, mais en 3-4 ans, on savait vraiment comment faire une app. On savait tout de suite comment avoir un modèle économique. On savait tout de suite comment tester le modèle économique d'entrée. Et du coup, on a fait cette app Kinky. On a enchaîné avec une app de dating qui s'appelle Six. Direct après, tu vois, pour te dire, on était arrivé à un stade où, même en termes de dev, on bootstrapait tout. Lionel était devenu super fort. On utilisait des technos pour faire du cross-platform, mais quali. Du coup, en 3 mois, c'était développé, c'était sorti. Le premier mois, elle faisait 25 000 euros. Enfin, tu vois, vraiment, on savait faire. Non, mais on avait vraiment step up en termes d'entrepreneuriat. Et on l'avait déjà très bien vu quand on faisait Thriller. Et même gérer l'Europe, tu vois, c'est hyper dur. Enfin, il faut ouvrir plein de pays et tout, mais on voyait qu'on était en train de devenir bon. Et c'était vraiment notre transformation. Et là, c'était la concrétisation de, ok, on a fail. Par contre, on est devenu quand même plutôt bon. Et finalement, ce fail, on a bien rebondi. On n'a pas non plus fait un énorme fail puisqu'on a réussi quand même à vendre le truc. Tu l'as vendu combien, si c'est possible de le dire? Ouais, alors je peux pas dire combien je l'ai vendu, mais en gros ça a épongé les dettes et on n'a pas gagné d'argent, quoi. Donc si tu veux, c'est plus ou moins dit dans la réponse là. Tu vois, t'as à peu près l'idée. Ouais. Et en gros, donc c'est pas du tout un truc où on s'est fait beaucoup d'argent. Par contre, Thriller m'a fait un peu d'argent parce que quand j'ai arrêté, on a fait quand même, tu vois, on a pris un peu d'argent en perso, on s'est un peu démerdé pour ça. Donc on n'était pas non plus en train de crever, moi ça allait. Et cette appli là, direct quand on l'a sortie. Moi, je voyais bien qu'on n'allait pas développer une putain d'app de dating qui allait devenir énorme parce que c'était pas mon kiff et que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Je commençais énormément à me renseigner sur le dérèglement climatique. Ça faisait 1 an que je faisais ça et je savais qu'il fallait absolument que j'agisse là-dessus et que c'était vraiment le gros challenge et qu'il fallait tous qu'on s'y mette. Et ça me touchait grave et je réfléchissais tous les jours à ce que j'allais faire. Et en fait, tout de suite, j'ai eu Wild. Ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire non plus, mais je crois que oui. Tu vois ce que c'est Wild ou pas du tout? Pas sûr. C'est un gros site de rencontres qui appartient à un plus gros groupe. Ils ont pas mal de verticales et en fait, c'est vraiment gros, quoi. Et donc, c'est un gros truc qui fait pas mal de promos. Et les mecs m'ont fait une proposition de rachat de tout Brainbox, donc ma boîte de communauté, principalement pour Six parce qu'ils vont mettre le paquet dessus, mais également pour Nuit sans folie, pour tout ça. Et donc là, j'ai fait une belle vente qui a duré quelques mois aussi. C'était un bon learning puisque c'était pas du tout les mêmes conditions de vente. Là, c'est une vente où t'as des vrais négoces, où t'as un vrai truc à mettre sur la balance. Et donc là, j'ai gagné de l'argent comme il faut et ça m'a vraiment mis bien pour le coup. Et donc ça a été une putain d'expérience qui m'a sorti. Et en fait, en même temps, j'avais vachement réfléchi à ce que je voulais faire et je me disais, je veux faire. C'est sûr, c'est dans mon ADN, ça pour le coup, la nature, l'urgence climatique, ça me touche à mort. Donc c'est sûr, je me mets là-dedans. Et ce que j'avais en tête, ce que je voyais, c'est que
le problème aujourd'hui de l'écologie, c'est que très souvent, il n'y a pas de modèle économique viable. Et donc, du coup, c'est un enfer perfusé aux subventions ou aux dons. Et c'est très compliqué. Tu vois, et je me disais, il faut absolument marier écologie et économie. C'est vraiment la solution. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment cet instinct que c'était ce qu'il fallait faire. Et je me disais, je vais faire des boîtes qui vont être et durables et rentables. Donc, je vais monter un startup studio de boîtes et durables et rentables. Parce que je suis convaincu que c'est le bon angle pour que vraiment l'écologie elle prenne un essor. Et c'est évident parce que si tu veux que les gens mettent à profit leur temps et leur énergie au service de l'urgence climatique, bah il faut qu'ils aient un salaire, donc il faut les payer, donc il faut un modèle économique, donc voilà, la boucle est bouclée. Et en fait, je réfléchissais à fond à ce truc-là, j'avais commencé à le mettre en place et j'ai vu un mec qui avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon, qui était un putain d'entrepreneur aussi lyonnais de 35 ans, avec qui je dînais de temps en temps, tu vois, 2 fois par an quoi. Ouais. Qui lui voulait lancer un fonds d'investissement en gros c'était Time for the Planet, il l'appelait déjà Time for the Planet et c'était un fonds d'investissement dédié à la lutte contre le dérèglement climatique. Et en fait quand je les ai vus, j'ai tout de suite, on était quasiment en train de faire le même truc quoi. Eux ils avaient la composante fonds d'investissement que moi j'avais pas, et donc je les ai appelés, j'ai dit les gars on fait ça ensemble, parce que niveau com ils étaient pas très bons, ils savaient pas trop comment faire, mais par contre c'est des super entrepreneurs qui savaient vraiment faire plein d'autres trucs. Et je me suis dit, là, je vais encore sortir de ma zone de confort et je vais apprendre hyper vite et on va faire un projet ultra dimensionné pour que, encore une fois, je passe un level en termes d'apprentissage et que je continue d'augmenter, quoi. Et du coup, on s'est rencontrés et en deux rencontres, tu vois, on s'est dit, ok, c'est parti. Et donc là, on a cofondé Time for the Planet ensemble et c'était parti, quoi. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi le projet, comment tu comptes fonctionner avec Time for the Planet? Ouais, Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises, et ces entreprises, elles sont pensées, elles sont paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. En gros, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on détecte des innovations scientifiques à impact contre le dérèglement climatique. On va leur associer des entrepreneurs qu'on recrute, donc des entrepreneurs de talent qui ont déjà monté des boîtes, qui savent faire, pour que eux trouvent un modèle économique à ces innovations scientifiques, les transforment en véritables entreprises, parce que c'est quelque chose que les scientifiques savent pas du tout faire, c'est complètement un autre métier. Oui. Et derrière, on va injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Donc c'est vraiment ça, Time for the Planet. Et nous, notre vision, c'est que l'entreprise, c'est un super outil au service de la lutte contre le dérèglement climatique, et c'est pas tant le problème. En fait, ça a participé à être un problème parce que les entreprises n'étaient pas paramétrées pour lutter contre le dérèglement climatique. Par contre, c'est un outil qui impacte directement nos modes de vie à très grande échelle, et surtout qui peut les faire changer très rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, parce que ces 50 dernières années, les entreprises, elles ont transformé notre monde. Ça n'a plus rien à voir, surtout les entreprises des nouvelles technologies, mais même les entreprises en général, ça va super vite. Et nous, on se disait, comment on peut agir, tu vois, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à grande échelle? C'était ça la réflexion de Time à la base. Et en fait, on se disait, on peut aller voter, mais c'est hyper long, on peut faire les petits gestes du quotidien, et d'ailleurs, on les fait, mais ça suffit pas. Et qu'est-ce qui reste comme levier quand t'es pas milliardaire ou président de la République et que t'es juste un citoyen qui a envie d'agir? Il y a rien, quoi. Et en fait, nous, on s'est dit, l'entreprise, c'est un super bouton sur lequel appuyer, parce que les citoyens, ils peuvent participer à ça, financièrement, mais aussi dans la logique de co-construire, de détection. Et en même temps, les entreprises, c'est vraiment un outil qui peut devenir énorme. Et en fait, le problème du changement climatique, il n'est pas appréhendable pour un cerveau humain. C'est trop gros. Si tu veux, t'es pas capable de te dire, je vais me positionner par rapport à ça, tu peux pas. Et il faut que ça soit des entités morales, on en est convaincu, qui soient suffisamment grosses pour justement aller striker ce truc-là. Et donc, il faut qu'on se mette tous ensemble, et c'est vraiment le collaboratif qui va faire la diff. Donc, Time, c'est reparamétrer l'entreprise pour qu'elle devienne un outil au service de l'urgence climatique. Et comment on la reparamètre? Nous, on utilise certains trucs, notamment l'open source, qui est vraiment le cœur du réacteur, et qui, pour nous, est la solution pour pas fail à chaque fois. Parce que, comme on l'a dit, quand tu fais une boîte, tu as 9 chances sur 10 de fail, mais quand il s'agit de pas crever dans le futur et de vivre dans un monde vivable, tu peux pas te permettre de dire, on a 9 chances sur 10 de fail, les gars. Tu vois, c'est un peu chaud. Ouais. Du coup, on s'est vraiment dit comment on évite et comment on gagne à tous les coups. Et pour nous, c'était vraiment l'open source la solution, puisque si toi tu fails mais que d'autres ont ta recette, il y aura forcément des mecs qui vont réussir ailleurs. Ouais, le partage, c'est un truc essentiel. Ouais, c'est clair, on y croit énormément. Et donc on a plusieurs verticales comme ça pour essayer de reparamétrer et avoir un modèle différent, mais on n'est pas non plus totalement en dehors du système, parce qu'on est convaincu que, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, mais l'argent c'est la cause de tous les problèmes, c'est mal, machin. On trouve ça hyper dommage de penser comme ça, parce que
l'argent, c'est le seul outil qu'on a à disposition pour faire bouger la population mondiale dans une seule et même direction. On n'a pas d'autre outil. Il n'y a rien qui est plus puissant. Pourquoi le jeter à la poubelle, quoi? Mais il faut l'utiliser absolument. On en a énormément besoin. Si on n'utilise pas l'argent, je ne sais pas comment on va mobiliser des milliers, des millions de personnes pour essayer de solutionner le truc. Tu vois, on n'a aucune chance. Donc nous, on casse pas le système du tout, pardon, mais on est vraiment dans une logique où on se dit, utilisons les outils qui marchent de notre système, reparamétrons, allons dans un sens un peu différent pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, je suis convaincu par cette approche, hein. C'est rigolo parce qu'on vient de prendre avec ma boîte, donc Ashtori, où je suis cofondateur, le parti de se dire, on fout l'open source. Ok, génial, putain. Si en fait, nous, on veut aider les data scientists à pouvoir bosser plus facilement et du coup récupérer de la data et gérer mieux l'argent dans des boîtes. Du coup, on s'est dit, mais en fait, on voit tous les autres faire. Et en fait, souvent, comme c'est caché, on va dire, ils font comme ils veulent et des fois, tu peux faire mal. Enfin, tu vois, tu peux faire un peu à ta sauce tant que tu caches le truc et tu as derrière un truc, c'est à nous, c'est propriétaire. Et là, on s'est dit, pourquoi faire ça, en fait? On arrivera toujours à faire des sous avec ce qu'on produit parce que c'est quand même nous qui l'avons créé, tu vois, même si c'est open source. Donc, autant essayer de monétiser autrement et de donner à tout le monde la capacité de ce qu'on a inventé, quoi. Ouais. Et, en plus, ça te renvoie la balle, je trouve, l'open source, parce que tu vois, tu as des mecs qui vont aller plus loin que toi et tu pourras réutiliser ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, c'est une R&D à grande échelle, collaborative, et ça va beaucoup plus vite, finalement. Clairement. Mais je suis super heureux que tu sois convaincu de ça parce que je trouve qu'en France, c'est un dialogue. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation de l'argent, l'éducation de l'open source pour plein de gens, c'est ah ouais, mais si on met ça pour eux, c'est genre open source, c'est quand tu le mets gratuit et du coup que tu ne pourras jamais gagner d'argent avec. C'est vrai. Des raccourcis qui n'ont pas lieu d'exister. Et pourtant, l'open source, c'est en énorme croissance. Le marché de l'open source, il est à 9% par an, là. Et donc, il croît plus vite que le marché de l'IT, par exemple, tu vois, qui est à 5%. Et il y a des modèles économiques de malades. Et il y a un bon exemple du moment, là, d'ailleurs, c'est pour le Covid. Tu vois, on a été en galère de masques à mort. On n'a pas du tout été en galère de gel hydroalcoolique parce qu'en fait, la recette du gel hydroalcoolique est hyper complexe parce qu'en fait, il faut pas que ça tue un enfant quand il en met. Il faut en même temps que ça soit efficace suffisamment. Enfin, tu vois, c'est pas, on peut se dire c'est juste un gel, mais c'est hyper compliqué. Et ben ça, c'était en open source. Le créateur l'a mis en open source, ce qui fait que tout le monde a pu produire du gel hydroalcoolique partout. Et pourtant, si tu vas chercher un mec qui vend du gel hydroalcoolique aujourd'hui, j'en trouverai pas un seul qui est en galère, quoi. Les mecs, ça va, à la fin du mois, elle est ok, quoi, tu vois. Et il y a plein de modèles économiques autour de l'open source. Et surtout, ce que j'adore avec l'open source, c'est que c'est l'économie de la connaissance, tu vois. C'est pas du tout l'économie de la ressource directe, c'est l'économie de la connaissance parce qu'en fait, on vend le savoir, comment on utilise le truc, et c'est ça qui est valorisé. Et donc, c'est une autre économie, c'est une autre logique de pensée sur les modèles économiques. Mais par contre, pour le coup, il y a des vrais modèles économiques et je pense même qu'ils seront plus efficaces et plus résilients que la plupart des modèles économiques non open source. L'avenir nous le dira, mais moi j'y crois beaucoup. Clairement, moi je pense que la résilience dans le fait d'échanger librement des informations, c'est la clé. Parce que quand tu fais ça, en fait, du coup, t'as fait un très bon exemple tout à l'heure avec la recette qui était du coup open source, c'était pas protégé par un brevet. En fait, pour moi, le brevet, c'est le principal frein à l'évolution de notre monde, quoi. Parce qu'en fait, tu veux faire payer des gens, tu peux plus l'utiliser. Enfin, c'est quoi? C'est juste une idée, les gars. Genre, si t'as été le premier à le faire, ton nom il sera cité partout, et du coup, c'est quand même toi, le mec ou l'entreprise qui l'a fait, quoi. C'est. Enfin, et tu sais, c'est assez archaïque comme raisonnement finalement. Quand tu penses, c'est un peu comme un enfant qui dit c'est mon mien, quoi, tu vois. Et en fait, du coup, c'est ton tien, mais tu vas jouer tout seul avec, donc tu vas pas t'épanouir, tu vas rien découvrir d'autre et tu vas jamais progresser, quoi, puisqu'en fait, t'es tout seul avec ton tien. Et quand tu y penses, le brevet, je pense que ça fait vraiment tout reculer. Tu vois, nous, on a un truc, par exemple, là, ça permet de stocker de la donnée informatique dans de l'ADN de synthèse. Donc, c'est un des projets qui intéresse Time, mais c'est pas du tout forcément un sur lequel on va investir. Mais ce qu'on voit, c'est que Microsoft a un putain de brevet là-dessus. Depuis 2 ans, les mecs, ils bossent dessus. Et donc, personne d'autre ne peut bosser dessus. Et on parle d'un enjeu de malade. On parle d'un truc qui fait 8%, alors pas le stockage, mais au moins 4% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, c'est quand même énorme. On pourrait avoir une solution là qui nous permettrait d'éviter ces pourcentages-là. Mais non, parce qu'il y a un brevet et que les mecs veulent en faire un max de cash. C'est quand même hyper dommage, quoi. Quand tu y réfléchis, tu te dis, mais putain, ça devrait être interdit, quoi. Ah oui, non, mais c'est aberrant. Encore plus quand t'es dans un domaine qui
où l'effet c'est genre améliorer la planète, l'écologie, enfin genre le renouvelable. T'es là, tu dis mais il y a des secteurs encore, tu vois, dans la finance, tu dis bon, il y a des brevets. De toute façon, c'est un secteur qui est fait à la base que pour faire du cash. Aller sur votre prêt doré et puis très bien. Mais genre ça devrait être illégal dans l'écologie de faire des brevets. C'est clair. On peut pas, on s'empêche de détruire notre planète, mais toi tu peux pas parce que t'as pas payé. C'est clair. Mais what? Non, mais c'est clair. C'est pour ça que c'est une aberration et nous on est vraiment persuadés que l'économie, elle est vraiment construite, basée sur les enjeux du siècle passé, pas du tout sur notre siècle actuel. Du coup, il faut vraiment la repenser et pour nous l'open source c'est d'une évidence. Enfin, tu vois, c'est genre on comprend pas que ça puisse être remis en question. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les gens. Tu vois, un investisseur, il se dit putain, l'open source quoi. Les gars, vous déconnez quoi. Mais c'est normal parce qu'il faut toujours une génération ou deux pour que ça passe. Le seul problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une génération ou deux. Donc, il va falloir bourriner. Quoi. Le seul détail. C'est ça. Pas du tout insignifiant. C'est clair. C'est rigolo parce que tu parles d'investisseurs et je sais que nous, c'est mort, on n'en aura plus à partir du moment où on passe en open source ou alors peut-être il y aura des investisseurs éclairés, des visionnaires. Mais rien que dans notre team, le moment où on a commencé à en parler avec mon cofondateur et le moment où on le met en place maintenant, c'est pas encore mis en place. J'espère que quand l'épisode sortira, ça le sera. Et ben ça a mis 1 an, le temps de convaincre, genre on est 6, tu vois, dans la boîte, convaincre 6 personnes, ça a été long. C'était waouh. Ah mais c'est vrai que c'est contre-intuitif, on a du mal, on se dit putain mais si je donne ma technologie, comment je vais me rémunérer? Et en fait ça c'est un truc qu'il faut absolument qu'on casse ce truc là quoi. Nous on a fait un article sur Time où on a listé plein de modèles économiques open source. Donc j'invite les gens si vous avez envie de voir ça, c'est dans Tout Savoir open source, voilà il y a un article et en gros ça permet de voir aussi quelques autres possibilités de rémunération avec l'open source. Et je pense vraiment que c'est un shift de l'économie de la ressource à l'économie de la connaissance. Et je pense que ça fait une énorme différence, parce que vraiment, c'est comme dit le collègue, là, Idriss Aberkan, la connaissance... J'allais dire, dans un moment, on va le citer, hein, quand même. Ouais. Mais je sais pas si ça vient de lui, je crois qu'il lui-même cite un mec, mais en tout cas, il en parle beaucoup, et c'est lui qui a démocratisé ça, donc c'est clair, il faut le citer. Et en fait... qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit il dit la connaissance c'est infini. Et alors lui il dit la connerie est également infinie. Mais ce qui est intéressant c'est que la connaissance est infinie et les ressources sont clairement finies. Mais du coup si on shift vers une économie de la connaissance comme il le propose aussi, je pense qu'on arrivera vraiment à avoir un truc bien plus stable et bien plus résilient comme on en parlait. Puisque là aujourd'hui on voit qu'on n'est pas dans un modèle tout à fait résilient quoi. Tout à fait, je dirais même pas du tout. Ouais, c'est clair. Je sais même pas comment on peut être encore OK. Mais ça revient au truc de tout à l'heure, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on chérit ces modèles que c'est trop dur à les changer. Mais bien sûr, mais quand tu prends 2 minutes de recul, tu te dis attends, du coup, on monétise des choses qui sont finies dans notre monde, mais on veut tout le temps continuer de croître. Un enfant de 3 ans, il te dit ça marche pas. C'est genre clair. 1 + 1, ça fait 2, ça fera jamais 4, tu vois. C'est clair. Mais tu vois, c'est aussi un truc, on a vraiment une économie on pense que ça a toujours été comme ça, et en fait ça n'a pas du tout toujours été comme ça. Il y a très peu de temps, là je voyais un exemple qui me touchait à mort, et j'arrive pas à m'en rappeler, et ça fait chier parce que c'est le moment, mais en gros, qui montrait qu'il y a 3-4 générations, on avait des modèles qui n'avaient... d'ailleurs, voilà, c'est ça, c'est en gros la croissance, on croit que ça a toujours été, voilà, c'est ça. Mais en fait la croissance c'est tout récent. On a vécu dans un monde où il n'y avait pas de croissance jusqu'à il y a 4 générations, quoi. Il n'y avait pas de croissance. La croissance n'existait pas. C'était, voilà. Et aujourd'hui, la croissance, c'est religieux, tu vois. Alors qu'il y a 4 générations, c'est rien. Hein. Il n'y avait pas de croissance. Tu regarderas. C'est complètement dingue quand tu penses. Donc des fois, tu vois, on veut pas remettre en question des trucs et on fait barrière comme des malades parce qu'on dirait que ça existe depuis toujours. Alors que non, ça n'existe pas depuis toujours. C'est des trucs... c'est tout récent, c'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on a fait avant. Et typiquement, tu vois, par exemple, la peine de mort. Ça veut pas dire que... Ouais. Oui, voilà, mais c'est ça, mais du coup, c'est difficile à comprendre puisqu'on est né avec et que nos parents sont nés avec, tu vois. Et en fait, il aurait fallu qu'on vive 200 ans pour qu'il y ait des vieux de 200 ans qui nous disent non, les gars, en fait, on a déjà fait autrement. Mais c'est pas le cas, quoi. Et il y a un truc aussi qui m'avait un peu touché, c'est la peine de mort. La peine de mort, c'est un truc, ça a été proposé les premières fois. Je crois que c'est en 1918, tu vois, et ça a tellement soulevé les foules
la population, les citoyens étaient tellement choqués qu'on veuille enlever la peine de mort que c'était impossible de faire passer ces lois, quoi. C'était l'opinion publique, il sortait les dents comme t'as jamais vu, quoi. Et donc ça passait pas, et je crois que c'est passé en 1981, un truc comme ça, tu vois. Ça a Ouais. mis un temps fou à réussir à passer, et même quand c'est passé, il y a eu plein de tentatives pour revenir en arrière, et ensuite, quelques dizaines d'années plus tard, on se dit mais c'est extrêmement évident, quoi. Tu vois, ça choquerait tout le monde si on disait mais les gens n'étaient pas chauds pour enlever la peine de mort. Et en fait, souvent, ça c'est un truc. Je pense que c'est ça aussi le problème du réchauffement climatique, c'est que ça va tellement vite, ça demande d'aller tellement vite que nous, humains, conservateurs, qui avons besoin de temps pour comprendre les choses et pour faire un shift, on n'arrive pas, tu vois, on n'arrive pas du tout à s'adapter. Et en fait, quand tu vois cet exemple de la peine de mort, tu te dis mais, enfin, demain, il y a des choses qui nous paraissent aberrantes aujourd'hui qui seront évidentes dans 20 ans, dans 30 ans. C'est rien, 20 ans, 30 ans. Mais regarde, 1980, c'était il y a pas longtemps quand tu penses. Ah oui, 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 mais c'est rigolo, ça fait beaucoup écho à ce que dit pas mal Idriss dans ses conférences. Là, c'est l'histoire de, on parle d'un truc, c'est ridicule. Après, Ah oui. on commence trop à en parler, c'est dangereux pour les gens, genre d'en parler. Tu vois, c'est un sujet qui vraiment révolte les foules, comme tu disais tout à l'heure. Et après, d'un coup, 10 ans après, c'était évident. Genre, on l'a Ouais, fait, c'est on se ça. dit, mais comme nous, quand on parle et on dit, eh ben, entreprendre, c'est normal, tu vois. Ouais, Mais c'est clair. c'est un peu, je trouve que c'est un sujet passionnant, ça, la psychologie des foules. Il y a une super chaîne d'ailleurs qui s'appelle Fouloscopie sur YouTube, D'accord. qui parle des phénomènes de foule où des fois tu vois qu'il y a des trucs qui se passent et tu dis mais genre tout seul tout va bien, tu mets les gens ensemble, d'un coup ça fait tout à fait différent. C'est clair. Et mais c'est juste une notion de système, quoi. Et ça me fait penser un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où tu pensais qu'il n'y a pas tout le monde qui va devenir entrepreneur même dans X temps. Et je suis plutôt d'accord avec ça, où il y a une vraie notion de système. Tu sais, tu connais la courbe d'adoption des technologies là, où il y a Courbe de les 5 Gauss. premiers, Ouais. ouais, voilà, ouais. C'est ça, les innovateurs, etc. Et ceux qui suivent. Et je pense que dans tout système, donc notre société est un système, il y aura toujours maximum peut-être 20% de gens qui entreprendront parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de plutôt venir être les gardiens de nos valeurs, et que dans le système c'est important ce rôle-là aussi, quoi. Clair, c'est clair. Ouais. Des fois ça nous fait chier comme pour passer à des économies un peu différentes, mais souvent c'est un bon rôle aussi. Après, moi, je pense que les gens qui aujourd'hui ne sont pas entrepreneurs sont très loin d'être conservateurs pour autant, tu vois. Il y en a plein, par exemple, qui investissent dans Time for the Planet, qui seront jamais entrepreneurs, mais justement, ils jouent leur rôle en participant au mouvement, en rejoignant le mouvement, et quelque part, ils deviennent un peu entrepreneurs sans chambouler toute leur vie et les bases qu'ils ont et qui sont les bases qui fonctionnent bien avec eux, parce que c'est aussi une histoire de personnalité, comme on le disait. Et ces gens-là ne sont pas du tout en train de freiner la transformation, au contraire, ils l'accélèrent, quoi. Donc je Ouais, pense ouais. vraiment, on peut pas corréler les deux, à mon avis, l'entrepreneuriat et le fait de vouloir aller de l'avant, et le salariat et le fait d'être plutôt conservateur. Je pense que c'est pas corrélé pour le coup. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais ma vision de cette courbe, en fait, les entrepreneurs, c'est ceux qui sont vraiment très au début. Donc, du coup, les personnes qui sont capables de prendre beaucoup de risques et qui sont prêts à essayer des trucs profondément absurdes, tant pis, tu vois, pour tester. Et après, t'as la deuxième partie, qui va être des gens qui ont attendu que ça soit déjà validé par une petite majorité pour Oui, s'y mettre. Donc, les gens que t'as dans Time for the Planet, potentiellement, tu vois, c'est pas des grands entrepreneurs, mais là ils agissent parce qu'il y a déjà une partie qui dit ben oui, ça commence à être un vrai sujet porteur, on va dire, et validé souvent. L'écologie, tu vois, on regarde les élections municipales, là tu vois que ça commence à se bouger niveau écologie. Il y a 10 ans, quand il y avait une mairie écologique en France, tout le monde se foutait de leur gueule, quoi. c'est Là, clair. ouais, les mecs ils vont planter des arbres. Ah oui, ben on s'est rendu compte que finalement c'était important, les gars. Clair. Mais tu vois, enfin ça c'est un truc aussi. Moi, mon grand-père, il me disait dans les années 50, quand un mec faisait un footing, mais les gens ils explosaient de rire. Ils lui demandaient s'il était poursuivi, quoi. Et Ouais. aujourd'hui, t'as un Français sur deux qui fait du sport pour le plaisir, quoi. Bah, simplement parce que quand un mouvement est sensé et qui va dans le sens de la raison, de l'histoire, il est inarrêtable. Ah oui, oui, bah oui, faire du sport, clairement. Tu regardes la génération de nos parents et j'en connais pas un qui fait du sport, hein. À Ouais, moins, ou alors ils se sont mis maintenant, tu vois. Parce c'est que, ça, ouais. bah, c'est arrivé pour tout le monde, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça, moi, l'écologie, on est à 10 ans que ça soit une évidence absolue partout, et même que ça soit trendy, que ça soit la classe, quoi, tu vois.
Ah, je dirais peut-être moins. J'aimerais que ça soit moins. Bah, moi aussi, mais quand je dis 10 ans, c'est au niveau monde, parce qu'en fait, Ouais. nous, on a déjà une avancée de prise de conscience dans les pays occidentaux, parce qu'on peut se le permettre, mais il y a plein de pays pour lesquels c'est pas du tout un sujet encore. Et ça, d'ailleurs, c'est un gros frein et c'est un gros sujet justement de Time for the Planet. C'est comment on fait pour être capable d'être un mouvement mondial, sachant qu'il y a des énormes disparités de prise de conscience sur le sujet, tu vois. C'est super important. Et c'est pour ça que nous, on veut vraiment être un mouvement, que ça soit pas du tout nous qui soyons les cofondateurs, qui soyons ceux qui portons et qui emmenons le mouvement tout le long. On a vraiment besoin que ça soit qu'on soit dépassé par ça, et c'est déjà en train d'arriver, et que plein de gens se l'approprient, que des gens ouvrent des villes, que des gens soient Time for the Planet dans d'autres villes du monde, dans d'autres pays, et vraiment que dans quelques années, on sache plus qui a fondé Time for the Planet et qu'on s'en foute en fait, parce que ça doit être un truc qui fonctionne partout, et que les différents codes et les différents niveaux de maturité par rapport aux problématiques environnementales soient justement bien appréhendés par ceux qui représentent Time for the Planet dans ces différents pays, ces différentes villes, quoi. Et quand tu parles de ville, ça veut dire quoi? Vous faites des meet-up? Comment ça se passe? Bah, en fait, on n'a pas vraiment un process hyper clair, parce que pour l'instant, on a commencé il y a 6 mois et on a vu un peu ce que ça donnait de nous, mais ouais, en général, on fait une conférence. Ça marche bien de faire une conférence parce que les gens sont sensibles au sujet, ils ont envie de voir. Et puis ensuite, on fait des webinars. Et puis après, on commence à avoir une communauté qui se développe. Donc là, on leur donne des outils pour qu'ils puissent partager, pour qu'ils puissent devenir ambassadeurs finalement, hein, qui fassent connaître Time. Tu vois, sur LinkedIn, notamment, les gens partagent un petit truc. I joined, t'as peut-être déjà vu passer, c'est un Ouais. petit visuel. Et en fait, les gens sont incroyables, quoi. Ils le font à mort. Enfin, nous, aujourd'hui, on est suivis par une quarantaine de milliers de personnes sur nos différents réseaux sociaux cumulés. On n'a jamais communiqué, on n'a jamais fait aucune pub. Enfin, c'est 100% le fait que les gens Organique, sont ouais. tous ambassadeurs, quoi. Et ça, c'est complètement dingue quand ils pensent, tu vois. Peut-être que ça accélérera et qu'un jour, on sera à 1 million parce que les gens, on leur a juste donné les armes pour être ambassadeurs. Et je trouve que c'est ça, en fait, la bonne façon de créer une communauté. Et pour le coup, ça, j'ai eu le temps de l'expérimenter et de le comprendre. Mais créer une communauté, c'est pas faire de la pub, hein. Ça, c'est une très très mauvaise vision de la communauté. C'est la pire vision, en fait. C'est pas aller faire des apparitions médias jusqu'à ce que tu aies plein de gens. Créer une communauté, c'est créer un sentiment d'appartenance pour que les gens comprennent qu'ils font vraiment partie du truc. Donc c'est pas juste créer un sentiment, c'est qu'ils doivent en faire partie pour de vrai. Faut jouer le truc à fond. Et quand ils en font partie pour de vrai, le seul travail que tu as en tant que créateur de la communauté, c'est leur donner les contenus et les armes pour que eux puissent être des ambassadeurs performants, quoi. Donc des visuels, des vidéos, des messages clairs que eux peuvent relayer, quoi. Pardon. T'étouffes pas. Ok, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. J'avais jamais. Merci pour ce conseil. J'avais jamais pensé Avec à plaisir. ça justement parce que c'est un sujet, hein, créer une communauté d'indie makers. Un énorme sujet, ouais. Ouais, moi j'ai vraiment choisi un truc compliqué. C'est que les mecs indépendants en général ils sont chacun dans leur coin. Du coup ils se rassemblent pas. Ouais, mais ils peuvent se sentir quand même, tu vois, ils peuvent quand même sentir qu'ils appartiennent à une communauté, hein. Tout le monde a envie de sentir qu'il appartient à une grande famille. Ouais, grave. Et je pense que pour créer une communauté, il faut juste afficher très clairement des valeurs, dire voilà, nous on est ça, voici nos valeurs. Si vous avez envie de venir avec nous, venez, et on vous donne de quoi faire grossir la communauté. Et il y a un truc euphorisant à être tous acteurs, de faire grossir une communauté. C'est vachement dur au début quand tu lances, tu vas pas dire nous on crée un mouvement, tu sais, t'as l'impression de voir un vieux mec, Ouais. c'est infernal, t'as envie de le balayer sur le carrelage. Mais par contre, finalement, quand rapidement t'as 100, 200, 300 personnes qui sont ambassadeurs de ton truc, tu te rends compte que t'es en train de créer un mouvement, tu vois. Nous, il y a 6 mois, on n'aurait jamais utilisé le mot mouvement. Et maintenant, on l'utilise parce que, en fait, on voit que c'est ce qui est en train de se passer, quoi. On a Oui, 2300 voilà, mecs. c'est le qui- constat et pas la volonté. Bah ouais. Et en plus, quand t'impliques les gens, ils sont encore plus chauds. Enfin, tu vois, quand tu leur dis il faut mettre de l'argent, ils sont encore plus engagés derrière, ils ont encore plus envie que ça marche. Et du coup, c'est hyper fort. Et je pense que c'est même un hack. C'est qu'il faut faire payer les gens, entre guillemets. C'est pas forcément avec de l'argent. Tu vois, Time, ils mettent de l'argent pour créer des boîtes. C'est pas juste pour être associé. Ouais. C'est pas, ils payent pas une cotisation. Mais ça les implique. Et je pense que tu peux faire, entre guillemets, payer les gens dans plein d'autres domaines. Et en fait, ça, moi, je l'avais vraiment compris dans les communautés. Ton engagement, il peut être tout à fait différent d'un engagement financier, mais il faut engager les gens pour que derrière, ils aient envie de se bouger et de faire connaître le truc. S'ils n'ont pas été engagés, ça bouge pas. Et je pense qu'il faut vraiment plus prendre le risque, entre guillemets, d'avoir 10 fois moins de personnes au début, mais que ces 10 fois moins de personnes soient 10 fois plus engagées. Parce que derrière, elles vont être des super ambassadeurs
Et si vraiment elles ont compris tes valeurs, là, ça cartonne tout. Et ça, pour le coup, les communautés, c'est un truc qu'on avait quand même poncé, reponcé, fait et refait. Et on en a fait des grosses, donc on avait vraiment compris ces choses-là, quoi. Donc, oui, je pense que là, t'es Là-dessus, ça plutôt... va. Ouais. Là-dessus, sur les communautés, Bon, on a ça toujours à va. apprendre après, hein. Il y a des mecs qui sont extrêmement bons et pour lesquels, j'aimerais bien Oui, apprendre leurs non, petits tips, on mais dit pas que le jeu évolue toujours. Hein. C'est c'est comme ça. tu disais, la première fois que t'as fait une nuit de merde, bah ça a marché d'une certaine façon. Tu l'as refait et t'es pas arrivé à le refaire aussi bien dès le départ, quoi. Clair, Donc c'est c'est clair. les règles du jeu évoluent tout le temps et il faut un peu tout le temps apprendre. Faut tout le temps apprendre. C'est Faut tout même le pas temps une apprendre, ça c'est clair. Ouais. question. C'est même pas une question. C'est ça qui est cool aussi. Euh, ouais. Bon, on a pas mal parlé, je t'avoue. On a un Ouais, on a pas peu mal parlé. dépassé de 30 minutes le temps que je Ah t'accorde oui, en quand même. général. Ouais. On a bastonné, mais C'est cool. de l'intéressant. Ouais. C'était grave cool et Bah je pense écoute, que nos auditeurs vont kiffer. génial. Bah écoute, j'en suis ravi. J'espère. On va passer sur mes 3 petites dernières questions finales pour avoir suivi la trame jamais à part pour ces questions. Et puis, Allons-y. et puis on finira sur ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Teste s'il y a un modèle économique, teste s'il y a un vrai marché, avant même de faire quoi que ce soit, avant même d'avoir un nom, avant même d'avoir un logo. Je sais, c'est kiffant de faire son logo, je sais, c'est kiffant de se trouver un nom et d'avoir l'impression d'exister, mais c'est pas le premier truc à faire. Le premier truc à faire, c'est de tester s'il y a un marché. Point barre. Voilà, j'aurais aimé qu'on me montre et qu'on me prouve de A à Z que c'est la bonne solution pour que je commence par faire du fake it until you make it, c'est-à-dire faire des landings où je vends un truc qui n'existe pas. Et si les gens achètent un truc qui n'existe pas et que j'ai fictivement créé sur une landing, alors je le développe, alors je lève des fonds éventuellement, alors j'avance. Voilà, j'aurais vraiment aimé avoir ce conseil et je le conseille à tout le monde aujourd'hui. Euh, Ne faites rien si ce n'est tester de vendre un truc qui n'existe pas pour voir si les gens l'achètent vraiment. Et si les gens l'achètent vraiment, alors vous avez une vraie preuve qu'il y a un marché et que c'est intéressant, et là vous pouvez commencer à vous y mettre, et si vous voulez chercher un nom et un logo. Voilà. C'est rigolo. C'est un très très bon conseil que personne ne suit jamais. C'est très Et vrai. je pense que t'as craqué un peu le truc, c'est qu'en fait on devrait nous montrer que Et ça d'ailleurs, marche. et je le fais moi en consulting, puisque le soir et le week-end, je fais encore du consulting parce que ça me vivifie l'esprit et j'adore parce que ça me permet de changer un peu de sujet aussi. Et en fait, je j'ai une offre et ça marche hyper bien. Enfin, j'ai des clients, genre des EDF, enfin, j'ai des gros clients. Les mecs ont une idée, ils veulent lancer une nouvelle offre. Normalement, ce qu'ils font, c'est 3 ans de R&D, de construction du produit. En gros, la même erreur Ouais. que moi je faisais, sauf que là, c'est des millions d'euros qu'ils dépensent et du temps et de l'énergie et c'est très dur. Et moi, je leur dis, écoutez les gars, votre idée, on va la créer fictivement sur un site internet, on va la designer comme si ça existait, comme si le produit ou le service était online. On va pousser l'expérience jusqu'à l'achat, jusqu'à la carte bleue. Les mecs vont mettre leur carte bleue et tant qu'ils n'auront pas appuyé sur ce putain de bouton payer avec leur carte bleue, on considère que c'est pas une réelle intention d'achat et une réelle preuve. Et ensuite, on va faire de la publicité sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On va même se faire passer pour des commerciaux si on met un call to action, appeler un commercial, et on va leur parler et leur vendre au téléphone un truc qui n'existe pas. Et si ils achètent, alors on pourra vous dire, voilà, on a mis X euros de pub, vous avez un ROI de temps, et ce truc-là, il rapporte tant, mais il n'existe pas. Et bien sûr, on dit aux gens qui ont acheté, bah écoutez les gars, en fait, on est en rupture de stock, ou alors écoutez, c'était un Ouais. test d'un site vitrine, mais on a été ravis de voir que l'expérience vous a plu. Est-ce que vous pourriez en parler 5 minutes avec nous au téléphone? Enfin voilà, toutes ces astuces d'entrepreneurs de base. Et en fait, je pense que maintenant, il y a eu un virage et il ne faut plus entreprendre comme je viens de vous le raconter, c'est-à-dire comme une merde. Il faut entreprendre bien, c'est-à-dire d'abord en vendant et ensuite en faisant. Tu prêches un convaincu. Tu sais qu'à un moment donné, dans l'histoire de ma life, j'ai créé un startup studio Ah ouais, d'accord. parce que je voulais lancer des MVP, tu vois, pour des gens, Ouais. parce que j'en avais fait l'expérience. Et je me suis tapé, mais tous les gens qui avaient une super idée, qui voulaient être riches, qui avaient pas envie de bosser, qui avaient envie de la lancer de suite, qui avaient pas d'argent. Ça m'a épuisé. Ils m'ont fatigué, les mecs, à vouloir faire des trucs. J'ai dit, mais t'as fait une étude de marché? Non. Enfin, pas une étude de marché, mais voir si ça allait marcher, tu vois. Genre, Ouais, un minimum, quoi. t'en as T'as parlé à testé, des quoi. gens, ouais, minimum. Mmh. Et en ce moment, là, je sais pas pourquoi, depuis peu, j'ai une vague sur LinkedIn de mecs qui veulent s'associer avec moi. Et pareil, je leur demande, alors, t'as des utilisateurs, t'as déjà des mecs convaincus par ton produit, t'as une mailing list? Bah non.
Et le dernier mec qui m'a contacté, son produit reposait sur une communauté. J'ai dit, mais t'as pas besoin de l'app pour faire ta communauté. Mais si, mais pas qu'il y aura des features particulières. Non, arrête! Tu te mens à toi-même et à toute ta famille. c'est clair. C'est ça. Mais c'est comme les mecs qui... Souvent, on nous demande comment tu trouves un associé. Et en fait, moi, je me dis, la réponse, elle est simple. C'est en ayant un truc qui marche déjà et l'associé, il vient de voir, quoi. Et en fait, chercher un associé en ayant un truc qui marche pas, je sais qu'on a envie d'avoir un écho quand on dit un truc dans la pièce. Je sais qu'on a envie d'avoir un minimum des gens pour nous rebooster quand c'est dur. Mais en fait, c'est la meilleure technique pour trouver le pire des associés que de chercher un associé alors qu'on n'a encore rien fait. Parce qu'on va tomber sur un tocard qui connaît rien, qui aura pas du tout été réceptif. Pareil que toi, quoi. En fait, tu serais 2 tocards. Exactement. Et c'est parti. Et du coup, 2 tocards, pour le coup, là, 2 plus 2, ça fait plus que 4. Ça fait, je sais pas combien, mais ça fait beaucoup en termes de tocardise. Du coup, il vaut mieux éviter. Mais tout ça pour dire que, faites un truc, faites en sorte qu'il marche. C'est pas long de tester un concept et de voir s'il peut y avoir des ventes. Enfin, nous, tu vois, créer une landing page, ramener un peu des gens avec les... Aujourd'hui, on a quand même Facebook Ads. C'est quand même un truc de malade, quoi. Tu peux ramener 500 000 pélos sur ton site pour 5 000 € et voir s'ils achètent ou pas. C'est juste des outils de dingue qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui sont des mines d'or pour pouvoir tester des idées. Donc, surtout, faites ça. Et si vous avez des preuves tangibles que votre truc, il a du sens, déjà, des associés potentiels, il y en a qui viendront vous voir. Et 2, quand vous irez en voir, ils seront à l'écoute. Parce que les mecs bons, ils seront pas à votre écoute. Comme toi, tu seras pas à l'écoute d'un mec qui dit « Salut, j'ai une communauté de 18 utilisateurs et je pense que ça peut tout péter. » Donc voilà. C'était le mot. Clairement. Mais tu sais qu'il aurait eu 18 mecs. J'aurais dit, bon, au moins, t'as fait l'effort de commencer. Il en avait 0. Il a même pas essayé. Il voulait faire un truc sur le voyage. J'ai dit, t'as un blog? Ça, c'est rude. Non. Tiens, mais... Je dis, je sais même pas si t'as une compétence de savoir écrire des articles de blog. Enfin, il me dit, si, c'est pas dur d'écrire. Ouais, ok, allez. Salut! Non, mais il faut commencer. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais de toute façon, souvent, c'est la différence entre l'entrepreneur et le non-entrepreneur. L'entrepreneur, il est déjà en train de faire un truc. Voilà, c'est tout. Il est déjà en train de faire un truc. Depuis qu'il est né, il est en train de faire un truc. Un autre truc. Mais il en fait un. C'est ça. Et sur le chemin, t'apprends et là, tu vas pouvoir trouver quoi faire. Bon, super comme conseil, je pense. Je pense que ça va aider plein de gens. Puis on mettra le lien, tu m'enverras le lien du consulting que tu fais. Peut-être que ça intéressera des gens. Ouais, qui sait. Avec plaisir. Et du coup, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre. Sur time-du6planet.com, qui est notre site internet, puisque moi, en soi, que les gens veuillent me suivre en perso, c'est pas trop intéressant. Mais par contre, si vous voulez suivre Time for the Planet, alors là, les gars, je vous y invite avec grand plaisir, les gars et les filles d'ailleurs. Time for the Planet, vous avez juste à taper ça dans Google et vous pouvez tout découvrir. Et puis après, vous avez nos différents réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on est très actifs et sur Facebook. C'est comme ça que je t'ai découvert sur LinkedIn. Donc, d'accord, ok. Vous pouvez y aller sur ça. Ok, merci beaucoup, c'était un super podcast. On a explosé la timeline, mais je suis sûr que ça leur fera plaisir. Il va falloir qu'ils courent un peu plus. C'est en général, les gens écoutent quand ils font du sport. Ah ouais. Ils vont faire un beau petit parcours d'1h40. N'oubliez pas que le sport, il y a 50 ans, on vous demandait si vous étiez poursuivi, donc profitez-en, vous êtes en train de faire avancer l'histoire. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, mec, et puis à bientôt, au plaisir. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.